Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 319 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 11e numéro du Top 100, la syllabe, le Top 100 participatif avec plein de membres de médias différents. Top 100 joueurs NBA 2024 et aujourd'hui, c'est avec Tom de Dunk Hebdo qui nous rejoint sur ce Top 100. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour encore un nouveau numéro de la syllabe, notre top 100 des joueurs NBA de 2024. Le format, vous commencez à le connaître, on est au 11e numéro et on reçoit quelqu'un qui a eu la chance de connaître une reconstruction rapide pendant à peine 2 ans. Il a réussi à drafter Ja Morant et Jaren Jackson, mais ensuite il y a le contre-karma qui fait qu'il y a 2-3 ans où ça commence un peu à stagner, le projet. Aujourd'hui, c'est Tom. Comment ça va, Tom? Ça va très bien, écoute. Je pense que c'est le contre-coup aussi d'avoir vécu le Hashim Thabit pick 2. Ah oui, c'est, voilà. Oui. Retour de bâton et d'avoir perdu LeBron James. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais pour la draft 2003, LeBron normalement, enfin Memphis avait avait un choix protégé top 2. Ah. Memphis avait pire bilan, ils avaient le choix protégé top 2. Soit ils avaient le premier choix top 1 pardon, soit ils avaient le premier choix, ils avaient LeBron James, soit ils avaient le deuxième choix et ils avaient rien et ils ont eu le deuxième choix. Oui, et puis LeBron qui venait de Cleveland qui est le premier choix. On rappelle que la loterie n'est pas truquée. Hein. On le rappelle. La loterie n'est pas truquée. Derrick Rose qui vient de Chicago qui a le first pick, c'est pas truqué. Anthony Davis, quand la franchise se vend des Pelicans, c'est pas truqué. Bref. Zion aussi, quand il perd d'Anthony Davis, voilà, c'est pas truqué. Merci. Voilà. C'est pas truqué. Bref. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que il y a pas mal de, tu sais, vous voyez, Chris Vernon, je sais pas si tu vois qui c'est, un mec de Memphis là qui était très très fanfaron. Ouais, tu vois, on n'a pas besoin de faire du tanking, faut juste bien bosser. On a même pas été nul seulement une année et on a réussi à choper Jaren Jackson et Ja Morant. Tu vois, le tanking c'est nul. Et donc il y a ce contre-karma de bah ouais, tiens, prends-toi ça dans la tête, qui est un peu marrant. Non, mais il y a stagnation du projet pour plein de raisons. Je pense que ça va être très intéressant à suivre l'an prochain, Memphis. Ouais, clairement, ouais. On verra ça. Surtout avec le géant Zakidi en plus, ça va être passionnant. Oui, pardon, j'ai même pas dit Tom, pardon. Tu peux m'appeler Thomas, c'est mon prénom. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'on dit toujours Tom, mais en fait c'est Thomas. Hein. Thomas. Oui, donc je disais pardon de Dunk Hebdo et aussi fan de Memphis. Hein, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Mais tu vois, je la connaissais pas l'anecdote de 2003. Donc tu apportes aussi ce genre de petit fun fact, Tom. Bon bref. Oui, pardon, Dunk Hebdo. L'instant promo. On a fini le DH20 au moment où ce podcast sera publié. Le DH20 c'est fini et on se rapproche vers les previews début d'année. Alors c'est ça. C'est ça. Bon, voilà, on va commencer le format des previews de la saison et puis par rapport au DH20, petit placement, on vous rappelle que vous pouvez aller par exemple sur une plateforme qui s'appelle SpeakPipe pour laisser des audios. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait été un peu reproché l'an dernier qu'on n'avait peut-être pas assez laissé la parole aux auditeurs. Donc cette année, on a décidé d'ouvrir un peu une tribune et on y reviendra potentiellement dans un épisode au cours d'année. Et puis cellule grise aussi, on espère que ça va reprendre cette année, cellule grise pour Memphis, oui. Si Memphis c'est bon, s'il n'y a pas de suspension, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de... Mais je pense que ça devrait reprendre même s'il y a des choses, hein, même s'il y a des choses, c'est vrai que l'année dernière ça a été un peu compliqué de point de vue calendrier, de pouvoir se capter avec tout le monde et puis bon la saison motivation aussi, hein. Est morose, donc là il y a un manque de motivation, mais je pense que l'année prochaine on aura des podcasts cellule grise. Je me mouille, on en aura au moins un. On en aura au moins un. Bon, on y croit et on suivra ça évidemment. Bon, Thomas, le format tu le connais. Le top 100 évidemment, t'as fait celui de l'an dernier, t'as fait celui de l'année d'avant encore sur les années 2010. Le top 100, qu'est-ce que c'est? On a une playlist de 100 noms pour faire le top 100 des joueurs NBA de 2024. On pioche à chaque fois 5 nouveaux noms et surtout on construit le classement petit à petit. Donc on a déjà fait pile 10 épisodes, tu es le 11e. Donc ce qui veut dire qu'on a déjà rajouté 5 par 5 x 10. On a un top 50. Avant qu'on passe à la cuvée du jour, est-ce que tu as des remarques sur le classement actuel sur ce top 50 Non, j'ai mal fait la musique. Est-ce que tu as des remarques sur ce top 50 avant qu'on continue? Par rapport au top 50, il n'y a pas grand chose qui me choque, en tout cas comme je le vois aujourd'hui. Pas grand chose qui me choque, peut-être Zion Williamson, peut-être que devant Rudy Gobert potentiellement, même s'il y a la valeur entre guillemets la valeur défensive de Rudy Gobert. Et je pense que voilà, Zion Williamson, peut-être qu'il aurait mérité d'être un petit peu devant. J'aurais mis personnellement, après c'est personnel, mais
DeMar DeRozan peut-être devant DeMar DeRozan. J'aurais mis DeMar DeRozan devant, Karl Anthony Towns, par rapport justement à la valeur des minutes jouées et le rôle dans l'équipe qu'il avait. Même si bon, c'est un rôle différent. Parce que DeMar DeRozan était dans une situation où c'était le moteur offensif justement avec Kobe White et c'est le joueur qui a joué le plus de minutes la saison dernière. Donc ça veut dire que des joueurs qui étaient bien moins bons n'avaient pas à jouer pour l'équipe. Ouais, donc DeRozan, alors je potentiellement, mais c'est quoi, c'est 2 places quoi, c'est pas, on est vraiment. Non, mais c'est vrai qu'il y a un Towns qui est 16e, ensuite on a Siakam, DeRozan qui est 18, donc James Harden est 15e aussi. C'est vrai que ça peut s'argumenter que sur le côté un peu création pure de DeRozan, qui est un peu au centre du projet, bon, qui est pas une première option d'équipe, comme on dit, un créateur principal de haut niveau, mais tout de même, c'est de la création d'attaque principale avec un profil tout de même assez efficace, en tout cas au niveau de la moyenne, je crois, cette année, le passing. Qui perd un peu la balle. Ouais, exactement. Donc on peut argumenter que ça peut aller au-dessus de Towns, qui est un rôle un peu plus sobre en plus cette année. Alors génial dans son rôle, mais un rôle un peu plus sobre. Mais sachant que DeRozan a vraiment voilà, c'est le joueur qui a joué largement le plus de minutes la saison dernière sur toute la saison. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On prend Siakam avec ? On garde le package Siakam DeRozan, on le fait passer devant Towns, par exemple, un truc comme ça ? Ou pas ? Bon, on pourrait. Toi, c'est seulement DeRozan, toi. Ouais, c'est seulement DeRozan. Peut-être DeRozan devant Siakam, allez. Peut-être DeRozan devant Siakam, mais on peut le laisser avec Towns, quoi. Mais pour moi, ils sont tu vois, si c'est en termes de tiers, ils sont dans le même, quoi. On va réorganiser. Donc, on a James Harden qui est 15, DeMar DeRozan, on va le mettre juste à côté parce que on va dire que James Harden, c'est création de qualité, mais le volume qui est plus beaucoup, alors que DeRozan, c'est gros volume, mais pas forcément de aussi bonne qualité. DeRozan, Towns, puis Siakam, un truc comme ça. Okay. Ça peut s'imaginer. Okay. Oui, en plus, c'est vrai que Siakam a une deuxième partie de saison. Alors, déjà, une première pas top à Toronto, on osef un peu. Et ensuite, c'est pas non plus au devant de la scène à Indiana, quoi. C'est pas une première option d'équipe non plus. Donc ça peut s'entendre. Ouais, ok, petite réorganisation, ça me va. Après, grosso modo, on est dans la même zone. Hein. Oui, on est vraiment dans la même zone. C'est question de chapeau, il faut aussi voir ça en termes de chapeau. Exactement. Mais alors, je voulais te questionner. On a fait Haliburton, pardon. On a fait Anthony Edwards la dernière fois. Et moi, par rapport à Rudy Gobert, pardon, on a Anthony Edwards 9e, Haliburton 10e, Gobert 11e. Est-ce que ça te choque que Edwards soit devant ou pas ? Qu'est-ce que tu penses de Edwards ? Parce que je t'avoue que je sais pas quoi faire de Edwards. Alors, ça me choque pas. C'est-à-dire que, en gros, Minnesota gagnait des matchs grâce au plancher défensif. C'est-à-dire que c'est la défense qui fait gagner, qui faisait que Minnesota gagnait des matchs, et la défense, c'est la calling card de Rudy Gobert. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que ce qui fait gagner l'équipe, c'est ce qui est basé sur le skill set de Rudy Gobert. Par contre, il faut quand même donner de la valeur au fait d'être le meilleur scoreur d'une attaque moyenne. Enfin, amener une défense élite à une attaque moyenne grâce au scoring d'Anthony Edwards, qui est pas forcément aidé d'un point de vue et même, tu vois, d'un point de vue structurel, hein, je trouve que la synergie entre Edwards et Towns, elle est pas ouf, tout simplement parce que, tu vois, cette année, je trouve que Edwards, il a beaucoup progressé sur le drive. D'ailleurs, t'en avais parlé dans un des derniers épisodes, il a pas mal progressé sur le drive. Et en fait, il arrive tellement à aller loin sur le drive que c'est, notamment, tu vois, sur les drive and kick pour du pick and pop de Towns, ben, il y a pas, parce qu'en fait, il va trop loin dans la raquette et c'est trop risqué, tu vois, de faire une passe pour Towns à 3 points, quoi, parce que la flexibilité de poignet que ça demande, c'est pas, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc je trouve que Edwards, il est bien là où il est, même si c'est quelqu'un qui va être moins, je pense, qui est au global moins efficace, mais on a, je pense, cette notion de flash, hein, qu'on a vu sur la première série de playoffs face aux Suns, où voilà, il a flashé des choses où on a vu un joueur qui pouvait potentiellement faire des choses élite des deux côtés du terrain à une position où il y a beaucoup de valeur et avec une grosse polyvalence défensive. Donc je trouve que au niveau des flashs, c'est pas choquant de le voir là, parce qu'en fait cette saison, ça a été un très bon jour, quoi. Le truc, c'est que tu vois, si on prend les Wolves qui sont, ils sont à plus 8 de net rating, oui. Donc différentiel attaque-défense plus 8 par exemple en jeu. Je sais pas si c'est ça exactement, mais je crois qu'on doit être pas loin. Mais comment est-ce qu'ils font leur beurre, comment est-ce qu'ils créent ce différentiel et ils gagnent les matchs ? C'est plus 6 en défense et plus 2 en attaque. Oui.
Du coup, si on répartit un peu, alors c'est très grossier cette modélisation, mais tu vois un peu l'idée de Oui. Finalement, Rudy Gobert, c'est quand même l'artisan principal, 80% de plus 6 points par 100 possessions pour l'équipe, alors que l'attaque c'est que plus 2, et en plus je trouve qu'en Edwards c'est pas que lui quoi. Tu vois, c'est un peu là-dessus où je trouve que il y a un peu du Conley. il y a du Conley, et puis il y a un système tout entier. On n'est pas dans le cas exactement de le modèle un peu Westbrook à l'époque, qui était le dépositaire du jeu dans une équipe défensive, et donc défense élite, attaque seulement moyenne, mais sauf que c'était lui à lui seul qui faisait que l'attaque passait de 30e à 15e, quoi, grosso modo. J'ai pas l'impression qu'on soit totalement là-dessus avec Edwards, mais voilà, c'est un peu l'idée. L'inverse t'aurait choqué ou pas non plus, un Gobert devant Edwards? Oui, l'inverse m'aurait un peu choqué. Pour moi, par rapport à la notion de moteur offensif et cette notion d'implacabilité, puisque mais après, quelle valeur on donne, peut-être quelle valeur tu donnerais justement au fait que de faire plus 2 en attaque avec un offensif qui fait plus 6 en défense, tu vois? Parce que le personnel défensif est fait pour ça, quoi. Ouais, mais en même temps, la valeur, c'est ce que tu fais, quoi. Donc, si le mec, il fait que aussi du plus 2 et que là, tu fais du plus 6, c'est le plus 6 qui fait gagner plus, quoi. Oui, mais l'effectif, il est construit pour faire plus 6 d'un côté, c'est vrai moins aussi, que pour faire plus 2 de l'autre, tu vois. C'est vrai aussi qu'il y a un effectif bien défensif, évidemment. Je dis pas que c'est que Gobert. Mais je sais pas. Bon, on va pas trop toucher maintenant, mais vu qu'on vient de faire Edwards, je voulais un peu récolter les avis parce que je suis vraiment perdu sur lui. Je sais pas trop comment le juger, mais bon, mettons-le là. Et sur le haut du classement, alors oui, j'ai même pas rappelé le top 10, on peut le rappeler. Giannis en 1, Doncic en 2 pour l'instant, SGA en 3, Kawhi Leonard 4, Kevin Durant 5, Tatum 6, et ensuite Devin Booker, Mitchell, Edwards et Haliburton pour le top 10. Tout ce qui était Giannis en numéro 1, on en parlait un peu en antenne, ça te choque pas, toi, le Giannis devant Doncic et SGA, alors qu'il y a pas mal de gens que ça pouvait un peu choquer. Toi, tu trouves ça relativement normal? Non, pas du tout. Pour moi, c'est normal. On a eu un retour de Giannis au premier plan au niveau de l'efficacité avec énormément de volume. On a retrouvé cette implacabilité au cercle sans forcément être assisté. Et en plus, cette année dans son jeu, notamment avec l'arrivée de Damian Lillard, hein, non seulement il a nettoyé la partie pull-up, mais c'est aussi devenu un joueur qui n'est pas considéré, qui ne peut plus être considéré comme un non-shooter par les défenses quand il se trouve au niveau de la ligne à 3 points, tout simplement parce que le terrain est tellement écarté que quand il reçoit le ballon au-delà de la ligne à 3 points, il fait 2 dribbles, il est dans la raquette. Non, et puis en plus, pour moi, il y a aussi un aspect défensif, tu vois. Si on plaçait les attaquants, il serait peut-être pas premier des 3 en termes d'attaque, mais il a une valeur défensive, en plus défense intérieure qui est assez impressionnante, mais ok. En fait, on peut retenir que Doncic, effectivement, par rapport à Doncic, la valeur du volume plus l'efficacité et le playmaking, ça peut justifier en termes de générateur d'attaque, puisque on peut dire que ce que Giannis arrive à produire, c'est pas totalement indépendant du système, là où Luka Doncic est le système à lui tout seul, quoi. Ouais, en un sens c'est vrai aussi, ouais, tout à fait. Non, ce qu'on dit aussi la dernière fois, c'est qu'a priori on est à peu près dans le même chapeau, grosso modo entre Giannis, Doncic et SGA, et qu'il y avait un peu une séparation ensuite avec le chapeau d'après qui était Kawhi, Durant, Tatum. Ça me paraît un peu évident. On rappelle qu'on évalue la performance 2024, alors un mélange de impact, un peu impacte le profil, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement. Donc, tu vois, il y a les joueurs qui sont en surefficacité, ça compte, et tant mieux pour eux, parce qu'on évalue la performance. Ceux qui sont un peu en sous-chauffe, on le prend en compte aussi. Voilà, petit rappel, évidemment. Mince, je viens de me rendre compte que je t'ai pas envoyé la liste du best of the rest pour cette année, mais je crois qu'on a déjà cité du PJ Washington, on a déjà cité du Malik Monk, du Colin Sexton, du Zubac, des mecs comme ça qui étaient un peu exclus pour l'instant à cause du minutage, mais on s'est rendu compte que quand on a étudié les cas de Ayton, Wendell Carter Jr., Tyus Jones, que finalement on prendrait sans doute un Ivica Zubac devant. Mais non, je voulais te lancer un peu. J'ai mis Lou Dort cette année dans la playlist, on l'a classé. J'ai pas mis Dylan Brooks parce qu'il y en a un qui est efficace, qui est l'autre qui l'est pas et qui continue de coûter des points en attaque. Est-ce que ça te choque ou pas cette séparation entre les deux? Non, pas du tout. Sachant que, tu vois, Dylan Brooks, il finit la saison en dessous de la moyenne offensivement en ayant été sur les peut-être les 10-15 premiers matchs, un des meilleurs tireurs à 3 points de la saison. Donc ça te place aussi ce qui s'est passé. Tu vois, t'avais parlé. Alors je me souviens plus d'où exactement, mais je suis sûr que c'est toi qui l'avais dit. Tu avais parlé du fait que on parle souvent de la notion de constance en attaque, de la surchauffe et on parle pas trop de la sous-chauffe. Oui. Et c'est voilà.
C'est typiquement ce qui s'est passé avec Dylan Brooks cette saison. Et voilà, là où Lou Dort, on a toujours cette grosse valeur défensive avec une sélection de tirs qui a été épurée et qu'on a pu aussi le voir en playoff, que ça a été le joueur qui a pour moi en tout cas posé beaucoup plus de problèmes à Luka Doncic. On a vu la différence avec par rapport à son morphotype et qu'il était plus à même de défendre des joueurs comme Luka Doncic. Là où Dylan Brooks va être à l'aise sur les joueurs un petit peu plus petits, je pense. Donc non, pour moi il y a une telle différence au niveau de l'efficacité offensive sur ces deux joueurs-là que c'est pas choquant que Lou Dort soit d'office dedans et que Dylan Brooks ne soit pas forcément considéré. Je crois que ce que je dis, enfin je le répète assez souvent, donc je pense que tu fais référence à ça, c'est l'aspect de quand on dit tel shooter il est à 38% à 3 points, mais il peut prendre feu parfois. Oui. Et faire des pics à 44%. Oui, mais si la moyenne elle est à 38 et qu'il y a des pics à 44, ça veut dire que de l'autre côté, pour que la moyenne soit par définition à 38, il faut qu'il y ait aussi des sous-chauffes et des pics plus bas, quoi. C'est exactement à ça que je faisais référence. Toute la définition de la moyenne, ouais, non mais effectivement, donc c'est le côté surchauffe équivalent au côté sous-chauffe parfois, mais bref, ok. La cuvée du jour, j'ai pas encore annoncé, on peut aller là-dessus. Aujourd'hui, t'as une plutôt belle cuvée d'ailleurs, hein, on va en parler, avec d'ailleurs un joueur que tu m'as réclamé, j'ai hâte de t'entendre dessus. Aujourd'hui, on a du Bam Adebayo, c'est toi qui as hérité de celui-ci, on a du Kate Cunningham, Jalen Williams, du Fred VanVleet que tu m'as demandé, et du Tobias Harris. Je voulais aussi t'entendre parler de Tobias Harris, je sais qu'on a peut-être pas forcément le même avis, donc plutôt une belle cuvée. Question traditionnelle, avant qu'on en parle un par un, comment est-ce que tu les as classés, ces 5-là, entre eux, avant qu'on les insère dans le classement plus général? Alors, de façon... j'ai fait les tiers. Hein. J'ai fait les tiers. Donc, dans mon premier tiers, j'avais assez facilement qui se dégageait Bam Adebayo et Jalen Williams. Assez facilement, hein, que les deux se dégageaient. Après, un petit peu plus bas, j'avais Fred VanVleet. D'accord. Qui était... pour moi assez nettement troisième. Ensuite, j'avais Kate Cunningham et en dernier, notre ami le moyen. Notre ami Monsieur voilà. PH. Mister PH. Mister PH, ouais, je suis d'accord, j'ai exactement le même 5. Bam, Jalen Williams, puis Fred VanVleet. Au début, je me questionnais un peu avec Cunningham, mais je pense qu'on va en parler. Quand on va détailler le profil, ça va être un peu plus clair de pourquoi est-ce qu'on prend ça. Ouais. Et puis Tobias Harris en 5, qui normalement l'homme neutre par définition, qui pourrait être 50e, on pourrait se dire, mais en fait non, parce que comme il y a que des joueurs positifs dans ce top 100, c'est les meilleurs joueurs de NBA, il peut pas être au milieu, quoi. Voilà, c'est ça. Le joueur moyen de NBA, c'est plus bas que 100, techniquement, mais bref, on va y arriver. Tiens, tant qu'à faire, on peut commencer par Fred VanVleet, si tu veux bien. Fred VanVleet, j'ai hâte de t'entendre parler de lui. Tu m'as promis des takes hyper intéressantes. Bon, bref, blague à part, on y va. Fred VanVleet, 37 minutes par match, je te fais le topo, 37 minutes par match, 73 matchs cette année, 98 de true shooting plus, donc une efficacité qui est remontée au niveau de la moyenne, grosso modo, moins 2%, 98 pour aller à 100, sur 20% d'usage. Et c'est vrai qu'on est sur en fait une bonne saison, de nouveau une bonne saison dans une équipe compétitive. Et d'ailleurs, c'est bien quand tu dis qu'il y a une efficacité qui est remontée alors qu'il reste quand même en dessous de la moyenne. C'est montré aussi à quel point ces années, les années à Toronto où justement il était le leader de l'équipe, où l'efficacité n'était pas forcément son beurre, quoi. C'était pas son beurre sur l'efficacité. Bon, en tout cas, si j'ai quelque chose à dire par rapport à VanVleet cette saison, je pense que c'est quelqu'un qui a été indispensable dans le succès des Rockets, et ça a été vraiment un stabilisateur. Je pense que sa signature, on peut dire qu'elle a été peut-être l'équivalent de celle de Brunson la saison dernière pour les Knicks, hein, il a amené vraiment de la stabilité, du leadership. Faut pas oublier dans quel contexte il arrive, hein. Il arrive pour donner une caution de sérieux et pour limiter tout ce qui est perte de balles, des choses comme ça, et pour améliorer le plancher de l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait. Alors sur le plan offensif, hein, il a une belle relation avec tous les partenaires de pick and roll qu'il a eu, hein, notamment Sengun, ou même s'ils font pas forcément que du pick and roll avec Sengun, mais il avait une bonne relation avec Sengun. Il a eu une bonne relation aussi avec Jock Landale, notamment sur cette notion de pick and pop sur la fin de saison, et aussi avec Hamilton Plum. Donc c'est un profil qui s'adapte, qui s'est bien adapté aux intérieurs, qui a su se muter aussi en on va dire plutôt joueur de complément, hein, puisque c'était pas la première option offensive de l'équipe. Et je trouve que sa signature et le rôle qu'il a eu cette saison, elle me rappelle un peu deux rôles. Alors, elle me rappelle un peu, tu vois, Paul Millsap quand il est arrivé aux Nuggets dans un autre, tu vois,
si on prend le vétéran, quoi. Voilà, le vétéran qui est arrivé pour donner du sens à l'équipe et pour faire les petites choses qui vont bien, notamment sur limiter la défense de transition, les presses tout terrain pour ralentir la transition adverse, aller se placer tôt, et peut-être le Kyle Lowry de Miami. Donc top 5 NBA, quoi, grosso modo. Dans ton cœur. Dans mon cœur, en tout cas, ouais, plutôt top 10 en vrai. Mais oui, non, mais en fait, ce qui est marrant avec VanVleet, c'est que, comme tu dis, c'est le mec qui a apporté un peu ce côté sûreté. Et je pense que, tu vois, quand t'as un Udoka qui arrive et qui, allez, on veut de la défense, on veut être compétitif, il y a un peu ce nouveau cycle avec ça. Et en un sens, c'est pas un mec qui va tant que ça t'élever ton niveau maximum. Je pense, et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'à terme soit lui le meneur de cette équipe. Par contre, c'est vrai que dans ce côté, allez, on était complètement catastrophique l'an dernier. On veut être compétitif. C'est peut-être un mec qui peut t'aider aussi à stabiliser le projet, amener un peu ce truc-là de suite et augmenter non pas le plafond, le niveau maximum, mais au moins un niveau minimum assuré, quoi. Et c'est un peu. Pour moi, c'est un peu ça, VanVleet. C'est pas le mec qui va être génial et d'ailleurs, il est un peu génial nulle part, quoi. Et ça, on le sait, c'est VanVleet. Il a été un peu All-Star une année, mais parce que, bon, c'était à l'Est, hein, en plus, mais il y a ce truc où il s'insère bien dans tout ce qui est schéma défensif, le côté très fort de l'identité défensive qu'on a voulu faire finalement à Houston. Oui. Et lui, on sait qu'il est très compétent là-dedans, donc peut-être qu'il y a eu ce choix aussi qui a été fait de, allez, prenons plutôt un profil défensif, quitte à avoir un meneur moins créatif, génial en attaque, plutôt que l'inverse, quoi. Je pense qu'en termes de viabilité et de cohérence de projet, à mon avis, la réflexion, elle s'est aussi faite là-dessus parce que c'est vraiment un bon défenseur qui a des limites de taille, etc., mais qui est totalement compétent sur son poste, en fait. Oui. Clairement, il est totalement compétent sur son poste. Il bouge très bien, des deux côtés du terrain. Alors, c'est vrai que quand on le compare on va dire aux meneurs de jeu qui sont plus porteurs de balles, il est loin au niveau de l'efficacité. C'est pas quelqu'un qui drive beaucoup, hein. Ça, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus dans son jeu, hein, parce que même quand tu prends tu vois les drives sur 36 minutes, puisque pour tous les joueurs qui ont joué plus de 1800 minutes, il est 50e au nombre de drives moyens sur 36 minutes. Donc, c'est très très peu, quoi. C'est très peu. Et aussi, on se rend compte de ça, notamment offensivement, sur la façon aussi que les Rockets ont joué, puisque c'est l'une des équipes qui prend le moins de tirs dans les coins à 3 points. Puisqu'il y a moins cette menace de draft. Alors, il y a aussi Alperen Sengun qui est bien en place dans le jeu. Mais c'est vrai que cette notion de drive and kick, elle est pas forcément présente dans ce jeu des Rockets, notamment parce que Fred VanVleet il va pas jusque ça, et même quand tu regardes la répartition des tirs qu'il prend offensivement, tu vois, il prend 15% de ses tirs au cercle, on est dans le 14e centile, il prend 15% aussi des tirs sur le short mill, on est dans le 9e centile. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne s'approche pas trop de la raquette, qui ne crée pas de collapse, notamment par rapport à la défense, et du coup ça ferme cette notion de 3 points à prendre dans les coins, et ça limite justement le plafond que tu peux avoir défensivement, puisque d'un point de vue structurel, les tirs pris dans les coins à 3 points font partie des tirs les plus rentables pour l'attaque au basket. Pour moi, en fait, c'est un peu, en passing, c'est un peu un mec qui a 11 sur 20, tu vois, un truc comme ça, 12 sur 20. Alors, c'est pas Cam Thomas qui a 2 sur 20, voilà, qui passe pas. Et c'est pas non plus un mec très créatif, mais qui a beaucoup de déchets. Alors, je sais pas à qui on pourrait penser, mais le mec qui a de la création, qui a du playmaking, mais qui aussi fait un peu n'importe quoi, cœur de contrôle, qui va être un 7 sur 20 du coup au global. C'est pas non plus un vrai créateur qui a une vraie valeur ajoutée, 15 sur 20 ou Luka Doncic 20 sur 20, on est d'accord, mais c'est 11 sur 20. Ça fait le taf, quoi. Grosso modo, c'est les basiques, ça bouge pas beaucoup, comme tu dis, il y a pas non plus de... C'est le nouveau Jeff Teague. Jeff Teague était pas... Je trouve quand même un peu plus à l'époque, Jeff Teague, mais non, mais c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée de ce côté... Je gère le truc, quoi. Je gère la boutique, et enfin, il y a deux manières de voir ça. C'est l'aspect de qu'est-ce que ça t'apporte, et après qu'est-ce que t'as pas, quoi. Parce que est-ce qu'un autre pourrait pas t'apporter plus finalement? Et ce qui est un peu marrant, c'est qu'avec lui, donc il fait tourner la boutique. J'ai quelques petits filtrages rigolos. Donc le ratio de playmaking, il a un ratio de nombre de passes qu'il fait relatif à son nombre de ballons. Il a un jeu qui tend largement vers le passing plutôt que le scoring. Tu vois, il a des 1,36 de ratio. C'est un truc de meneur pass first, grosso modo.
Et là où c'est marrant, c'est que dans le même temps, il est aussi à moins de 9% de turnover percentage, ce qui est un score extrêmement faible de turnover percentage. Et pour te dire, il n'y a que 2 joueurs NBA avec un tel ratio de playmaking. Quoique même, si on met le ratio à au même niveau que lui, en fait, c'est le seul. C'est le seul à faire autant de un jeu qui va autant vers le passing et aussi peu de turnover. Et donc ça c'est bien en soi, tu dis ah ouais ok il fait des passes et il perd pas la balle. Oui mais ça reflète aussi ce côté très peu prise de risque et très peu valeur ajoutée où je fais juste les passes un peu basiques et ça peut pas être le dépositaire du jeu en fait. C'est un peu ça l'idée, ça peut pas être le dépositaire du jeu parce que il y a pas la créativité, il y a pas la taille non plus donc il y a certaines limitations. Et puis tu parlais du drive aussi, il fait peu de drive, pourquoi? Parce que quand il y va il est un peu cata quoi. Il est un peu cata, tu vois, parmi les gros drivers de cette année en termes d'efficacité en fin de drive, il est 53e sur 57. Il y a que Jeremy Grant, Scoot Anderson et Grace Levert qui sont pires que lui. Aïe. Autant dire que c'est pas top quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Et après ce que je trouve intéressant avec lui tu vois sur le plan offensif, c'est notamment dans les préceptes de jeu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne regarde pas tant que ça l'horloge pour décrocher le bon tir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, à partir du moment où il a une position où, par exemple, il est ouvert à 3 points, en face, que ce soit à 20 secondes, peu importe qu'il reste 20 secondes sur l'horloge, 10, 7 secondes, 14 secondes, pour lui, c'est un bon tir, il le prend, en fait. Et ça, je trouve que c'est, tu vois, dans ce côté, faire tourner la boutique, il a un bon scoring d'opportunités, tu vois. Il sait trouver les bons moments où, ok, il distribue un peu, mais là, c'est un bon shoot. Est-ce que je vais, tu vois, essayer de faire un drive pour avoir peut-être un meilleur shoot? Non, là c'est déjà un bon shoot, je le prends. Ouais, donc ça fait tu vois un joueur qui en attaque, je dirais pas qui est neutre, mais qui est pas tant que ça génial, mais qui te coûte pas de points non plus en attaque, et puis en défense qui est aussi assez sympathique, modulo aussi certaines limites, mais qui est aussi plutôt pas mal quoi. Donc ça fait un package intéressant. Pas génial, mais intéressant, qui je pense est totalement calibre top 100. Et oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, pardon, c'est que l'autre aspect, on l'a pas explicité en tout cas, c'est le shoot qui est hyper intéressant. 38% à 3 points sur un gros volume, même 39% sur 8 tentatives. C'est très bien. Et on parlait d'inefficacité. Bon, il n'est qu'au niveau moyen de NBA. Pourquoi? Parce qu'il met des 3 points, mais il va pas au drive. Il va pas de faute, pas de drive, pas de layup. Donc, c'est des points comparé aux autres que lui ne va pas chercher, que les autres vont chercher. Donc, il est seulement un score au niveau de la moyenne. Mais c'est quand même mieux que l'an dernier, où on était moins 7, moins 8, moins 7% par rapport à la moyenne, ce qui était une assez énorme efficacité, qui était vraiment dommage. Là, je trouve qu'on a plus compromis, quoi. Autant l'an dernier, on pouvait un peu pinailler, dire c'est cool, mais non seulement c'est pas hyper génial, hyper créatif, quoi que ce soit, mais en plus c'est même pas intéressant de lui filer la balle, quoi, parce que il va pas bien scorer. Là cette année le shoot est revenu et donc on a de nouveau un profil viable de, j'ai pas envie de dire meneur 3&D parce que c'est quand même un peu plus que ça, quoi. C'est Patrick Beverley mais qui a quand même un peu de gestion, un peu de pick and roll, un peu plus de passing, quoi. Donc ça fait un package mine de rien intéressant, quoi. Il nous fait sa meilleure impression de Devonte Graham, hein, c'est ce qu'on appelle dans le milieu, hein. Au niveau du drive, tu veux dire? Voilà, au niveau du drive et voilà, au niveau de 2 points cataclysmique à 2 points et qui se sauve à 3 points, comme notamment sur il y a pas, tu vois, il y a pas forcément le pourcentage à 2 points sur généralement quand tu vas sur, tu vois, les pages basketball référence, il y a que le pourcentage à 3 points, tu te dis il a bien shooté, sauf que voilà, il a bien shooté à 3 points et il a pas été bon à 2 points, donc comme tu l'explicitais très bien, ça fait que sa moyenne tanque un petit peu, quoi. Ne te moque pas de Devonte Graham qui mériterait d'avoir une bague offerte par les Celtics, parce que c'est lui qui leur a offert cette bague. Le tir. Sans Devonte Graham qui met le tir contre le Denver en fin de saison, on n'a pas Denver contre les Wolves. Et sans ça, on n'aurait pas forcément Denver éliminé, on n'aurait pas les Boston Celtics champions peut-être. Donc je pense que voilà. Il y a plusieurs joueurs qui méritent une bague. Je pense que les Celtics devraient donner une bague à la fois à Jamal Murray, merci pour les travaux, mais aussi à Devonte Graham. Donc on se moque pas de Devonte Graham. Bon bref, niveau classement, où est-ce qu'on l'imagine alors dans ce classement? Alors moi, niveau classement, au plus haut, je l'avais au niveau de juste un peu derrière, tu vois, le groupe derrière Caruso, donc au niveau de KCP, McConley, au plus haut. Et au plus bas, je l'avais aux alentours de Dejounte Murray, CJ McCollum. Ouais, c'est vrai que là il y a un groupe de créateurs un peu secondaire slash tertiaire parfois, pas mal, mais un peu à compromis, quoi. Donc on a du Bogdanovic qui est 36, McCollum 37, Dejounte Murray 38, Tyler Herro 39. Ça me va de taper là-dedans. Peut-être que Herro par rapport à la défense,
On peut dire que c'est le point On peut bas. le mettre devant, ouais. Ouais, on peut le mettre devant. Et par rapport à Dejounte Murray, le duel est intéressant aussi. Ça, après, c'était pas exactement le même rôle, tu vois. Je me dis, c'est pas exactement le même rôle. C'est plus, enfin, tu vois, je dirais que Van Vliet a été un joueur un petit peu plus de complément, là où justement il était là plutôt pour la défense et la stabilisation du jeu, plutôt que ce qu'il apporte d'un point de vue offensif. Là où Dejounte Murray, je pense qu'il était un petit peu plus là pour l'attaque et les minutes sans Trae Young, mais il jouait aussi beaucoup plus avec lui, quoi. On l'a vu meilleur quand Trae Young n'était pas sur le parquet avec lui. On peut le mettre devant alors si tu veux. On le met devant Dejounte Murray ou derrière. Qu'est-ce que tu... On peut le mettre. On peut le mettre devant Dejounte Murray. Donc entre McCollum et Dejounte Murray, mettons-le par là. Tu vois, c'est vrai que McCollum a beaucoup moins la défense, mais je trouve quand même un peu plus de valeur ajoutée en attaque. Oui, parce que McCollum cette saison, il y a eu beaucoup de shooting, quoi. Il y a eu une grosse valeur au niveau du pull-up et du shooting, tu vois. C'est vrai que McCollum et Bogdanovic cette saison, ils se ressemblent beaucoup. Et même le passing, McCollum qui s'est quand même bien développé par rapport aux années Portland, tu vois, c'est pas la folie, mais c'est quand même sympathique et ouais. Bon, ok, mettons-le là. Et donc toi, ta fourchette haute pouvait gratter jusqu'à. Pour moi, Mike Conley, KCP. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, justement? Non, mais moi j'étais dans cette zone aussi, donc mettons-le là, ouais, ça me va très bien. Après, tu vois, c'est question de pondération dans ce chapeau-là. Si quelqu'un vient me dire, ok, Hero il défend moins bien, mais l'attaque est quand même plus intéressante, donc mettons-le devant, j'entends quoi. Je suis même. Je suis pas forcément d'accord, mais bon, ça s'entend. Toi, t'es pas d'accord, ouais. Moi, pour moi, il est assez nettement devant Tyler Hero. Ok. Bon, mettons-le là, entre McCollum et Dejounte Murray. Ça marche. Et donc petit quiz pour finir. Est-ce que tu te souvenais de ça? Toi, je te prends pas par surprise. Nous sommes le 7 novembre 2023 et c'est un buzzer beater de mi-temps fait par notre ami Fred VanVleet. Est-ce que tu es capable de me dire qui est sur le terrain? On est contre les Kings, pardon. Contre les Kings. Alors, je dirais Sabonis. Sabonis n'est pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain, donc il doit avoir peut-être son backup. Alex Len. Exactement. Ok. Alex Len est là. Est-ce qu'il y a Keegan Murray? Murray n'est pas sur le terrain, non. C'est un peu les backups là. Ok. Harrison Barnes, en effet. Keon Ellis, normalement, il n'est pas encore dans la rotation, donc il y a Malik Monk. Pas Malik Monk. Alors je me suis peut-être planté, c'est peut-être pas mi-temps, c'est peut-être troisième quart-temps, tu vois. Vu le banc, je me dis peut-être que je me suis planté sur ma feuille et que. Enfin bref, on est en fin de quart-temps, quoi, grosso modo. Keegan Murray, tu m'as dit il est pas dessus? Non, pas Keegan Murray, un autre, un ailier plus dit que tu es dit. Harrison Barnes, oui, tu me l'as déjà dit, mais non, un mec qui est à Dallas actuellement, qui a signé à Dallas, qui était au Nets avec Kevin Durant. Kessler? Exactement, Kessler Edwards. Kessler Edwards, effectivement. On a un autre défenseur d'élite sur le terrain. Off-Night, Devian Mitchell. Exactement. Un des meilleurs surnoms d'ailleurs. Ouais, c'est dommage que le joueur soit pas au niveau de ça. Le dernier, comment te le faire deviner? Moi-même je le connais pas trop. C'est le 34e pick de la draft 2023. Jones. Exactement, Colby Jones. Tu l'avais? Ouais, Jones. Bah, les fans des Kings en parlaient un peu, ils en ont parlé un peu la saison dernière, notamment avec Keon Ellis. Donc j'ai suivi un peu sur la fin de saison. C'est ça, ouais. Colby Jones, du coup, qui est sur le terrain. Et côté Houston alors? Alors côté Houston, classique. On va dire Sengun. Oui. Van Vliet, Dylan Brooks. Oui. Jabari Smith, oui. Et le dernier. Jalen Green. Exactement, Jalen Green, tout à fait. Très classique, quoi. Eh bien, très bien, on peut avancer alors, on peut passer à notre deuxième joueur du jour si tu veux bien. Alors sur Kate Cunningham, on peut attaquer le cas compliqué Cunningham, vu qu'on les avait un peu en duel. Cunningham, 33 minutes par match cette saison, 62 matchs, 94 de true shooting plus, donc moins 6% d'efficacité relative à la moyenne, je pense qu'on va en reparler, assez inefficace à moins 6%, sur un volume de 31% d'usage, donc un plutôt gros volume de ça en plus. C'est vrai que pour te lancer, on est peut-être sur un joueur qui, j'ai envie de dire, qui tarde à exploser complètement, peut-être on peut dire. Oui, et d'ailleurs, tu vois, c'est quelque chose où
de Dunkebdo, hein, qui dit souvent qu'il y a Cade Cunningham, c'est le joueur qui a la plus grosse différence de perception entre les gens qui l'ont scouté à la draft et les gens qui le voient arriver en NBA. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est un peu notre Markelle Fultz, tu vois, de notre génération. C'est-à-dire que c'est pas le même joueur le joueur qui a été vendu n'est pas le joueur qui est aujourd'hui NBA. Et comme tu en avais parlé aussi, tu en avais bien parlé avec Rafa lors des stats de la saison sur les 3 Pistons, c'est Rafa qu'on salue également. Pour moi, il y a pas mal alors oui, c'est un joueur de volume, ça faut pas lui enlever, ce qu'il fait c'est difficile, mais je pense que le spacing n'est pas le spacing est un problème, mais c'est pas le problème principal. C'est-à-dire que si tu le mets dans le spacing, tu auras pas forcément de meilleurs résultats. C'est un joueur qui, pour moi, manque beaucoup de dynamisme, qui manque vraiment beaucoup d'explosivité. C'est un porteur de balle et qui a besoin de beaucoup de moves pour aller dans ses spots, un peu à la manière de Brandon Ingram. Hein. C'est-à-dire que il faut qu'il fasse 3-4 moves. Tu vois, il y a pas de one dribble pull-up ou two dribble pull-up, faut qu'il fasse 3-4 moves pour pouvoir après trouver un angle et ensuite pour déclencher le tir. Et c'est un joueur qui, je trouve, a quelques problèmes, notamment pour se débarrasser du joueur qu'il doit éliminer, c'est-à-dire que le joueur qui le démarque, le joueur qui le marque en face, pour après gérer l'aide. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça, tu vois, Rafa avait dit que c'était le joueur qui se faisait le plus contrer, enfin c'est le porteur de balle qui se fait le plus contrer, puisque les joueurs qui se font plus contrer que lui sont que des intérieurs. Mais en fait, quand par exemple il va jouer le pick and roll ou il va essayer de mettre son adversaire en prison, ce qui va se passer c'est qu'il va pas créer assez de séparation pour pouvoir faire hésiter l'aide. Et du coup, l'aide le défend comme s'il y avait pas de décalage, quoi. Il y a pas d'urgence. Et en fait, ça ne lui réussit pas, quoi. Donc, c'est un joueur de volume. Alors, faut donner quand même du crédit à un joueur qui est capable à cet âge-là, notamment NBA, d'encaisser autant de volume. Mais, je doute que ce soit la meilleure moyen de l'utiliser vu les outils qu'il a à sa possession actuellement. C'est vrai que c'est un peu je pense un peu une légère déception parmi les mecs qui l'ont suivi à la draft, parce qu'il faut se souvenir que c'était phénomène lycéen, meilleur lycéen du pays, premier choix à la draft, etc. Avec un aspect de pas juste le uber athlète classique, c'était le stéréotype de l'athlète premier choix à la draft, quoi. Il y avait un aspect de passing, il y avait un aspect je me souviens de Coles Wicker qu'il appelait le QB1, quoi, le mec qui est capable de faire les très bonnes lectures, etc., quoi. Et ce qui est pas si fréquent que ça au final. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui pose problème, c'est le scoring, en fait. Oui, c'est ça. C'est le scoring. Malheureusement, ça me fait penser que ça leur tombe 2 fois dessus avec Détroit, parce que Killian Hayes, hein, c'est un peu pareil. Hayes, qui était censé au moins peser un peu plus avec le scoring. Le passing, il n'y a pas de problème. Mais sauf que le scoring n'est pas là non plus. Mais on n'est pas sur les mêmes proportions, évidemment. Mais c'est vrai que, Kate, c'est un peu ça qui bloque, je trouve. Et c'est ça qui est un peu dommage. Alors, comme tu dis, il y a plein de volume, donc c'est intéressant aussi. Il est aux manettes d'une attaque, donc ça a de la valeur en tant que go-to guy, on va dire, en un sens. Le passing, on peut en reparler, mais pour moi, c'est un passing hyper intéressant. Le problème, c'est que, d'ailleurs, on avait fait un podcast sur les passeurs, comme ça, on disait, paradoxalement, pour être un bon passeur, il faut aussi être un scoreur qui pèse beaucoup, quoi. Parce que c'est ton scoring qui fait que les ouvertures vont se créer. Comme tu disais, hein, les aides vont venir, il y a des brèches dans la défense, donc ça libère des fenêtres de passe. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve. Après, c'est vrai que il y a toujours un peu cet argument de oui, mais il est dans une équipe qui est catastrophique. Et c'est vrai, on est vraiment dans une équipe catastrophique. Après, je pense que parfois il y a un peu exagération de ce point de vue-là, exagération et ou rationalisation de par cet argument. Et en vérité, oui, le contexte importe, mais quand même pas à ce point. Je trouve que parfois le grand public ou les fans exagèrent un peu cet aspect-là, sans dire que en fait Détroit c'est pas si cata, mais tu vois des mecs. Enfin, l'efficacité, c'est aussi relativement un truc qui est inhérent aux joueurs, en un sens. Ça peut être un peu empiré, un peu optimisé selon le contexte, mais pas à ce point, quoi. Franchement, pas à ce point. Et des exemples de mecs dans des contextes kata qui étaient efficaces et qui l'ont été toute leur carrière, on en trouve. Tu vois, sans même remonter à des Kyrie Irving qui étaient Cleveland catastrophique, mais déjà efficace. Haliburton aux Kings, efficace alors que équipe kata. Curry aussi, mais tu vois, même un mec comme Isaiah Thomas, à l'époque, aux Kings. Thomas, c'était un contexte qui était catastrophique, pas de spacing avec Cousins et Jason Thompson, les bons souvenirs, Tom. Et c'est un mec qui a toujours été efficace. Donc voilà, fin de la parenthèse, mais juste pour dire que le contexte en effet est dégoûtant, mais c'est pas que lui. Il y a le contexte, mais il y a lui aussi en fait. Et comme tu as dit, le point principal, c'est qu'il manque un peu de dynamisme, quoi. Enfin, je vais reformuler. Il a un style de jeu
très lent, très méthodique, un peu à la Luka Doncic, mais sans complètement les forces de Luka Doncic. Oui. Et de l'autre côté, ça manque de pur dynamisme pour parfois créer le décalage, aller au panier, etc., quoi. C'est ça. Et même si, tu vois, il y a eu du mieux au niveau de son efficacité après le All-Star Game, bah, c'est simplement parce qu'il a mieux shooté. Alors, Ouais. et en fait, à quel point l'échantillon est représentatif, quoi. Il est passé de 33% sur 5 tentatives à 40% sur 6 tentatives. Donc, effectivement, ça va booster son efficacité, parce qu'il a quand même, il y a quand même du volume par rapport à son volume de tir total. Mais, voilà, à quel point on peut se dire que l'échantillon, enfin, la vérité, c'est le dernier échantillon. Sachant que c'est la première fois qu'il fait ça. Donc je pense qu'il y a quand même quelques doutes là-dessus. Après, je pense que voilà, notamment par rapport au contexte, tu disais qu'il n'était pas aidé par rapport à ce qu'il y a autour de lui, notamment d'un point de vue spacing. C'est vrai que il y a très peu de choses qui sont faites pour lui, hein, tu vois. C'est quelqu'un qui peut-être, tu vois, par rapport à ce manque de dynamisme et d'explosivité, c'est quelqu'un qui pourrait gagner à être utilisé un petit peu plus off the catch, tu vois, déjà lancé ou après des zoom action, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il peut ça? Tu vois, c'était aussi un de mes points, c'est est-ce qu'il peut jouer un peu sans ballon et dynamique sans ballon? C'est pour moi, je me pose un peu la question, quoi. C'est quelqu'un qui tient, voilà, il tient beaucoup la balle, tu vois, il a les 8e au temps de possession moyen, il a beaucoup de touches par balle. Et quand tu vois les joueurs qui ont le rôle qu'il a en tout cas dans leur équipe, tu vois, il est au centième centile à l'usage, centième centile à l'assist percentage. Et tu vois, quand tu regardes à l'assist usage, il est 94e centile les joueurs qui sont là-dedans, c'est, tu vois, c'est Haliburton, Young, Doncic et Jokic. Donc c'est un autre niveau de scoring, tu vois. C'est un autre niveau de scoring. Donc je trouve que c'est vrai que le contexte ne l'aide pas, mais je pense que il y a trop pour lui. Il y a beaucoup trop pour lui, et je pense que c'est un joueur qui devra peut-être qui gagnera peut-être à ne pas forcément être la première option, ou du moins le joueur qui crée le premier décalage. Et c'est un joueur qui, je pense, pourrait bénéficier d'avoir un autre créateur à côté, tu vois. Peut-être, alors, ça va peut-être sembler blasphématoire, mais peut-être que donner plus le ballon à Ivy, qui a plus ce zip pour créer ce fameux premier décalage, et ensuite retrouver Cunningham plutôt dans un rôle en relais, puisque bon, il y a quand même un petit peu de shooting. Peut-être que ça pourrait l'aider à gagner un petit peu plus en efficacité, même si je pense que c'est pas le rôle final que Détroit veut qu'il joue. Après, je suis en train de calculer, il est quasiment top 10 en termes de plus petit pourcentage de paniers assistés. Oui. Tu vois, c'est quand même un mec qui a vraiment son jeu à lui. Et pour l'instant, le off-ball, je trouve qu'il n'y a pas trop ce côté off-ball en termes de shoot, en termes de cut. Voilà, ça reste théorique, mais je te rejoins là-dessus. Et comment dire, j'ai envie quand même de réitérer à quel point ce package de scouting, il est quand même un peu unique, quoi, parce que c'est un mec de grande taille, un porteur de balle de grande taille, de très grande taille, qui est très costaud, qui a donc ce côté QI basket et passing, pas juste sympa, mais très très bon. Au niveau passing, je pense que ça peut à terme être un des meilleurs passeurs de NBA, et qui en plus a du toucher de balle. Donc c'est aussi pour rappeler pourquoi est-ce qu'il a été premier choix de la draft, c'est pour tout ça, quoi. Donc c'est un package en termes de taille, passing et toucher qu'on trouve pas souvent. D'ailleurs, tu vois, au niveau du toucher, on peut aussi regarder que il est à 47% sur les longs tirs à 2 points. Donc le petit jump shot, le pull-up sur les longs tirs à 2 points, il est très très bon. Donc c'est pas le problème. Et d'ailleurs, il est bon là-dessus. Le seul problème, c'est qu'il est bon sur le seul domaine du jeu qui est pas le moins rentable. Donc exactement. Et non, pour moi le problème, je pense que le développement, j'ai même pas besoin qu'il joue off-ball, j'ai même pas besoin qu'il shoot à 3 points. Pour moi, c'est le drive, en fait. Le point de bascule, c'est le drive. Et actuellement, c'est un très mauvais driver. Il est parmi les gros drivers, il est dans le 15e centile, donc à peine mieux que 15% de tous les gros drivers de NBA. C'est pas normal. Un mec de sa taille qui a ce toucher de balle, il pourrait faire plus. Et un des problèmes notamment, c'est qu'il peut pas aller jusqu'au panier. Il ne va pas jusqu'au panier, il s'arrête un peu avant. Tout ce qui est un peu zone des flotteurs, un peu l'entrejeu, justement. Et l'autre aspect qui est pas normal, c'est les lancers francs. Et ça, c'est une question d'agressivité ou... Enfin voilà, c'est un mec qui prend pas tant que ça de lancers francs, alors que t'aies pas l'explosivité. Tu vois, c'est bon, ok, c'est pas grave, tu peux compenser, tu joues avec tes atouts qui sont autres, et donc notamment la taille, la puissance. Mais sauf que là, il l'exploite pas totalement, quoi. Parce que s'il le faisait complètement, il ferait un peu comme Luka Doncic ou comme des mecs comme ça qui jouent non pas en explosivité, mais en lenteur, et en puissance, et qui vont au panier, qui seraient des drivers d'élite, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, bon, la défense, je sais pas grand chose à dire. On peut pas trop évaluer sa défense à Détroit. Je trouve que bon, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est dommage parce que le passing est quand même très cool. Alors
peut-être pas dynamique au point de drive and kick dans tous les sens, etc. Oui. Mais la science qu'il y a sur pick and roll, je trouve qu'elle est quand même de haut niveau. Et là encore, c'est dommage qu'on puisse pas lui mettre une vraie menace de alley-oop. En tout cas, quand on lui met, c'est des mecs qui sont pas viables de l'autre côté du terrain, quoi, genre Bagley ou des mecs comme ça. Donc. Ou Duren qui, voilà, offensivement, il est assez dynamique, il propose une vraie menace de lob, mais qui, sur le côté défensif, laisse à désirer. On va dire ça, qui laisse un peu à désirer. Par contre, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, je suis d'accord avec pas mal de choses, mais je suis pas forcément d'accord sur le côté costaud, c'est-à-dire qu'il est costaud pour un joueur de sa taille. Sauf que, bienvenue à NBA, tu te fais défendre par des joueurs qui sont plus grands. En fait, il se fait défendre par les ailiers puisqu'il est pas assez dynamique pour les prendre de vitesse. Ouais. Donc, au final, tout ce côté force qui était un avantage face aux joueurs plus petits, il l'a plus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il galère et il perd beaucoup la balle, tu vois. C'est un des joueurs qui perd le plus la balle. Et parce qu'il y a un fort manque de résistance au contact. Et quand il va s'empêtrer, tu vois, il essaye de prendre une position au poste, ben, il se fait surprendre par, tu vois, la longueur de bras, puisque effectivement, les défenseurs qui te défendent, non seulement ils sont plus grands, mais ils ont aussi des bras plus longs. Donc, quand tu te mets au poste, ben, c'est plus difficile de pouvoir trouver la bonne position en gardant la balle, puisque tu dois t'ajuster à l'envergure, justement, du défenseur. Et je pense que voilà, tant qu'il a pas un petit peu plus d'explosivité, il va continuer à se faire garder par des joueurs qui sont plus grands et aussi plus costauds, et il perdra cet avantage de puissance qui est très important pour les joueurs qui vont à leur propre tempo. Oui, totalement. Je suis d'accord, c'est un peu cet aspect de, en fait, il a le physique costaud, mais il a pas un jeu costaud. Il a pas un jeu, le jeu n'est, comme t'as dit, ça se transpose pas. Et même s'il en a l'air et qu'il a des grandes épaules et tout, concrètement, il joue pas comme ça, il l'utilise pas. Voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est dommage. Et pour dire, en termes d'efficacité, hein, donc sur des gros volumes en NBA, il est avant-dernier en efficacité. Donc déjà, il est en dessous de la moyenne, évidemment. Mais il y a que Paolo Banchero, un cas intéressant. On va en parler de lui aussi. Mais il y a que Paolo Banchero qui est encore moins efficace que lui. Mais sinon, sur les gros volumes, il est avant-dernier de toute la NBA, quoi, parmi ceux qui ont beaucoup de responsabilités. Donc ouais, c'est un cas particulier. Et donc, allons vers le classement. Où est-ce qu'on imagine ce cas embêtant? Alors déjà, sous Fred VanVleet, hein, tu me disais, toi? Oui. Moi, je l'avais sous Fred VanVleet. Au plus haut que je l'avais, c'était justement avant qu'il gagne Murray, au plus haut. Et au plus bas, ça aurait été vraiment allez, peut-être au niveau de Klay Thompson, Aaron Nesmith, puisque c'est pas le même rôle, tu vois, il y a quand même cette notion de volume qui est importante. C'est vrai. Alors j'avoue que moi, un premier point de repère que j'avais, c'était un peu la zone Scotty Barnes et Franz Wagner. Ok. Et c'est mais je suis beaucoup plus bas, quoi. Non, c'est à la base, je me disais ça, on va le mettre par là. Sauf qu'en fait, eux, c'est des mecs qui sont juste au niveau de la moyenne d'efficacité. Ils sont pas ultra efficaces, mais ils sont relativement efficaces. Alors que lui, il est inefficace. Et pour moi, ça fait quand même une différence quand en plus, c'est démultiplié parce que ce côté négatif, parce que c'est multiplié par beaucoup de possessions, quoi. Donc il y a beaucoup de valeurs qui fuient, je trouve. Donc ouais, ça me va. Je visais aussi ce côté un peu en dessous du pool de joueurs créateurs secondaires, là, McCollum, Dejounte Murray, Hero, etc. Donc on peut le mettre par là, ouais, on peut le mettre un peu en dessous. Entre Chris Middleton et Keegan Murray? Klay Thompson, tu trouves qu'il est bas ou pas, toi? Je le trouve un peu bas, mais par rapport à son apport, c'est pas choquant qu'il soit là, quoi. C'est pas, enfin, même si je le montais, je le mettrais pas beaucoup plus haut, quoi. Puisque, en vrai, enfin, Klay Thompson, pour moi, hein, il est considéré comme un 2, mais pour moi, comme tu es la position que tu défends, tu es un 4. Enfin, pour moi, c'est un 4 qui shoot, quoi. Ouais. Et qui bouge plus beaucoup dans le périmètre non plus. Par rapport à Kuminga, on a Jabari Smith et Kuminga par là. Où est-ce qu'on le met alors, Cade Cunningham, par rapport à tout ça? Franchement, j'ai du mal à séparer. Tu vois, les trois là qui gagnent Murray, Jabari Smith et Kuminga, j'ai du mal à les séparer. En fait, c'est, on va dire, c'est trois faces d'une même pièce, même si une pièce a deux faces. Ouais. J'ai l'impression que c'est des rôles différents, c'est des métiers différents, beaucoup plus sobres, et que c'est quand même trois joueurs relativement positifs en termes de valeur finale. Cunningham, je pense qu'au final c'est négatif, mais en même temps il a beaucoup de valeur, de volume, et donc je sais pas comment pondérer tout ça, quoi. C'est soit on le sort complètement du classement qu'on avait fait l'an dernier d'ailleurs, soit on le, ouais, on peut le mettre par là alors. Est-ce qu'on le colle à Klay Thompson? On peut le mettre par là, ouais, juste en dessous de Chris Middleton. Il ou Middleton? Middleton est au niveau de Keegan Murray, et après t'as Kuminga et Klay Thompson. Donc pour moi on peut le mettre soit entre Kuminga et Klay Thompson, ou soit sinon au niveau de juste après Chris Middleton.
T'en penses quoi? Ouais, ok. Bah, mais séparons les Warriors alors. On met Cade entre Kuminga et Thompson alors. Comme ça. Le divorce est définitivement consumé. Voilà. Comme ça, ils vont pas se bagarrer. Ça marche, faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir, nous sommes le 3 janvier 2024 et c'est un dunk sur un défenseur all-time. Non, c'est sur Walker Kessler que j'aime beaucoup. Un dunk, un poster dunk sur Walker Kessler. Et qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? Oh, c'est en janvier, tu m'as dit. Ouais, c'était un janvier, une nuit froide de janvier. Tu as pas regardé ce Utah Détroit de janvier? En pleine spirale de défaite pour les Pistons. Alors, on va partir du côté Pistons. Bon, Kate Cunningham. Ouais. Peut-être Ozar Thompson, il était là. Oui, tout à fait. Jalen Duren. Duren n'est pas sur le terrain, c'est son backup. Isaiah Stewart, qui joue à côté de lui. Qui backup futur mégastar. Wiseman. Exactement, Wiseman, tout à fait. James Wiseman, Marcus Sasser, mon petit chouchou. Non, ce n'est pas Marcus Sasser, c'est juste Leblanc. C'est pardon, je le fais à chaque fois celle-là. Non, si je te dis Utah, backcourt homonyme. Alec Burks. Exactement, Alec Burke. Bah, tu vois, t'es le premier qui comprend cet indice. C'est la même période on suivait un peu la draft à cette époque où Rodney Hood était censé être le futur de Utah. Oui, aussi. Et le dernier, c'est quelqu'un qui était dans l'équipe de SGA à la fac, à Kentucky, qui a été drafté avant SGA, draft 2018, drafté très haut, top 10 par les Knicks. Ah, Kevin Knox. Exactement, c'est Kevin Knox, tout à fait. Ouais, Kevin Knox qui était sur le terrain, qui d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il a encore chopé un contrat aux Warriors là, apparemment. Bah, je sais pas comment il fait pour à chaque fois avoir des contrats alors que à chaque fois c'est cata. Mais tant mieux pour lui. La théorie de la taille et du shoot. Hein. Oui, mais en plus moi je l'aimais beaucoup, donc ok. Et côté Utah alors? Alors côté Utah, Walker Kessler qui se fait postériser. Exactement. Côté Sexton. Oui. Est-ce qu'il y avait Keontae George à côté de lui? Oui, tout à fait. Potentiellement à Utah, John Collins. Le 3 janvier. Non, pas John Collins, on est le 3 janvier, ça importe au niveau des trades évidemment. Markkanen, il était là. Markkanen est là toute la saison. Non, il y a un mec qui est parti ensuite, qui aurait dû aller chez un contender. Fontecchio, qui est parti à Détroit. Alors Fontecchio est là, en effet. Fontecchio, non, je pensais à un autre qui, on s'imaginait, lui il pourrait être bien à Miami, il pourrait être bien à Boston. Et finalement il est allé à Toronto. Exactement, c'est Kelly Olynyk, ouais, tout à fait. Kelly Olynyk qui est sur le terrain. Donc voilà qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk d'un match qu'on a tous regardé, je pense, ce Détroit Utah dans la froideur de janvier. On avait que ça à faire. Allons sur notre troisième joueur du jour. On peut aller sur Tobias Harris. Tiens, allons sur lui. 34 minutes de jeu par match en moyenne, Tobias Harris cette saison. 70 matchs. 99 de true shooting plus, donc moins 1% relatif à la moyenne, mais grosso modo à la moyenne, évidemment. sur 21% d'usage, évidemment. Pas trop gros le volume, alors pas petit, mais pas trop gros non plus. En volume de troisième option d'équipe, on peut dire. Bon, pour te lancer, j'ai noté, Tom, que dire de plus? Ben écoute, moi, la première chose que j'ai notée, c'est si Tobias Harris était une formule mathématique, elle permettrait de trouver la moyenne de la moyenne. C'est ça, ouais. C'est le joueur moyen par excellence, malheureusement, qui quitte Philly, en fait, terriblement sur une sortie à deux tirs. Hein. Enfin, c'est vraiment, tu vois, c'était écrit qu'il allait tirer, qu'il allait sortir comme ça de ses filets. Et en fait, le truc avec Tobias Harris, c'est que je trouve que c'est un très bon joueur de synergie. C'est-à-dire que il fait tout, il sait tout faire, mais la fréquence à laquelle il fait ces choses-là, elle est trop basse pour que ça compte vraiment. Et ça, c'est un problème. C'est un joueur qui, voilà, c'est un jump shooter, il prend énormément, enfin, offensivement, il prend énormément de jump shoot. Et il y a pas beaucoup, en dehors de ça, il y a pas de volume dans quoi que ce soit d'autre. Il fait un peu de tout, comme tu en avais parlé avec Sam la saison dernière. Il fait un peu de tout. Un peu de post-up, un peu d'ISO, un peu de shoot, un peu d'attaque de close-out, un peu d'auto-création, un peu de cut, un peu tout. Il fait un peu tout. C'est ça. Et, mais le truc, c'est qu'il fait un peu tout, mais il fait jamais un peu tout en même temps. Et surtout, moi, le problème que j'ai par rapport à son volume, c'est un peu le côté rigide de son volume, où quand il est à côté de Megastar, il peut pas se fondre complètement, genre, je vais devenir un catch and shooter. Tu vois, il peut toucher à tout, mais il a un volume de
bah non, je peux pas devenir un joueur vraiment de complément, voilà, tu vois un peu l'idée. Et de l'autre côté, quand tout le monde est blessé et que Embiid est blessé, il n'y a pas Maxey, là non plus, il peut pas faire monter le volume, il peut pas prendre en ampleur et dire allez, je vais être le go-to guy. Bah, je fais la blague à chaque fois sur Twitter, mais pour moi, Tobias Harris, c'est 8 sur 16, quoi. C'est 8 sur 16 au tir, 16 points. Et en fait, quel que soit le contexte, et je le dis un peu pour la blague, mais concrètement, dans le jeu, il y a aussi cet aspect que je trouve un peu frustrant il peut toucher à tout, et il a un volume qui est pas si grand que ça, qui est de taille moyenne, mais surtout, il y a ce manque de flexibilité où bah ouais, tu peux toucher à tout, mais en même temps tu peux pas te fondre dans un rôle qui est parfois plus grand, parfois plus petit, et c'est le joueur moyen de NBA, mais qui en plus a cette contrainte de pas trop bouger, quoi. Ouais, t'as l'impression qu'il se met un plafond lui-même, et en fait quelque chose qui illustre bien cette notion, tu vois, de stabilité de la charge, c'est-à-dire que c'est quand même une troisième option d'équipe qui a 72% de ses matchs en dessous de 25% d'usage. C'est pas possible. Sachant qu'Embiid a été absent une bonne partie de la saison. C'est pas logique. Voilà, exactement. Et quand il fallait jouer à côté de Butler, Ben Simmons et Embiid, bah c'était pareil. Voilà, non mais on en rigole, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que voilà, il touche à tout, mais je trouve que c'est un profil qui se font pas tellement dans un collectif et qui est pas très élastique ni dans un sens ni dans l'autre, et qui au final ça peut être problématique, quoi, parce que comme tu dis, quand t'as Embiid qui est absent toute la saison, il y a pas cette prise de volume, et bon, en fait, c'est un côté palette. Bon, pour le coup, je suis un peu pour la blague, là, le côté qu'est-ce qu'on peut dire de plus, parce que cette année, je trouve qu'il a fait une plutôt bonne saison sur certains points, tu vois, notamment tout ce qui est un peu le drive. Dans cette, j'ai pas mal aimé, un peu plus que d'habitude, parce que dans ce système un peu de Nick Nurse, il a un peu plus que d'habitude fait des drives en termes de fréquence, un peu plus de lancers francs provoqués aussi. Donc, mine de rien, tu vois, c'est un mec, on dit, on n'arrive pas trop à le bouger. Nick Nurse y arrivait un tout petit peu, mais voilà, c'est 37% à 3 points sur un petit volume. Tu t'attends à ce qu'il joue en catch and shoot, il peut le faire un peu, mais pas des tonnes. Le passing, c'est pas trop là, donc en termes de création même pour autrui, ouais, c'est ça. Ça marche pas trop. Voilà, c'est le mec qui te coûte pas de points, mais qui t'en rapporte pas non plus. Et puis même en défense, c'était pas mal en défense cette année. Là encore, les schémas de Nick Nurse, tout ce qui était, il aime bien les ailiers de longue taille qui bougent partout, les schémas dynamiques, etc. Il a été pas mal. Il a été pas mal plus que d'habitude. Et je pense que grosso modo, même si paradoxalement, tu vois, l'efficacité était, je crois, un peu meilleure l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve que son année cette année est peut-être un peu meilleure que l'an dernier sur certains aspects. Mais ça va pas, c'est pas un difference maker en fait. C'est un peu, je viens, je poinçonne ma fiche, je vais à l'usine et puis voilà, quoi. C'est ça. Je suis là, je fais le job et voilà. C'est tout. Je suis là, je fais le job. S'il y a besoin de faire plus, ben comptez pas sur moi. Et s'il faut faire moins, ben c'est pas grave, je fais quand même ma production. Ouais. Et c'est ce qui me faisait un peu peur quand il a pris un gros contrat, parce que à l'époque on pouvait dire bah non, enfin vous lui donnez ce contrat, mais nous on sait qu'il pourra pas faire plus. Et c'est ce qui me fait un peu peur pour Détroit aussi. Et ok, il a re-signé un gros contrat à Détroit. Je suis pas sûr que le volume augmente tant que ça non plus à Détroit, quoi. Donc, mais je pense que pour Détroit ça va aider, tu vois, par rapport à Détroit, je pense que ça va quand même aider par rapport à ce dont ils ont besoin, hein, puisque d'un point de vue de la rotation, je pense que c'est typiquement le type d'équipe que Tobias Harris pourra aider. C'est-à-dire qu'il va pas aider le contender à faire un petit supplément, un petit truc de plus. Mais par contre, pour une équipe qui est dans les bas-fonds, il peut aider justement à stabiliser, tu vois, parce que c'est quand même des minutes intéressantes à avoir à l'aile. Oui, mais c'est un peu une frustration pour moi Tobias Harris, parce que j'aimais beaucoup à la draft, etc. Et qui, je trouve, c'est peut-être un des exemples, un des meilleurs exemples, l'exemple parfait de à quel point la mentalité du mec influe sur le jeu, quoi. Parce que c'est un mec, en termes de, si tu listes les qualités un peu de scouting, c'est un mec qui a de la taille, c'est un mec qui a de la longueur de bras, c'est un mec qui a du toucher de balle, c'est un mec qui peut faire des jump shots, c'est un mec il y a des trucs, hein, et même à l'époque de la fac et au début de carrière NBA, il y avait du passing aussi. Je crois qu'il était un peu vu comme ça à la draft en 2011. Il y avait un peu de point forward. Je crois que c'est Nico qui m'en parlait ouais, il peut faire un peu point forward et tout. Les qualités, elles sont là en fait. C'est juste que je trouve que c'est un bon exemple de à quel point aussi la mentalité et ce que veut le mec influe sur le résultat final. Parce que moi, je pense qu'à partir de ce lot de qualité-là, on aurait pu imaginer plein de versions de Tobias Harris différentes, notamment des peut-être un peu plus typés role-player, un peu moins créateur, ou alors peut-être un peu plus, avec plus de déchets aussi, mais plus créateur tout de même. Tu vois, on aurait pu faire plein de choses et plein de rôles différents, mais lui, il voulait un peu son petit truc, son petit pull-up, son petit volume, et bon, sur le résultat final, parce que pardon, on s'écarte un peu là, mais sur la saison 2024, on est censé un peu discuter de ça et évaluer ça. Je pense qu'on a affaire à un joueur qui, un peu comme d'habitude, peut-être un peu meilleur que l'an dernier,
mais on est quand même pas sur la valeur ultra positive, je trouve. Positif, oui, neutre positif, Pas beaucoup mais plus. c'est pas, il va pas faire de grande différence, quoi. C'est ça. Pas beaucoup plus. Et encore une fois, c'est assez dommage, hein, puisque, enfin, surtout que, par rapport à enfin, quand on voit son parcours et sa jeunesse, à chaque fois, tu as une équipe qui a cru, tu vois. Quand il était à Milwaukee, quand il était à Milwaukee, il y avait des flashs de volume. Quand il a été à Orlando, il y a eu des flashs de volume. Quand il était ensuite aux Clippers, il y a eu des flashs de volume. Détroit, hein, un peu. Détroit aussi un petit peu. Et puis après, plus rien. Ouais. Et puis après, plus rien. Donc c'est voilà, c'est un peu dommage. C'est voilà, c'est un peu dommage. Et comme voilà, comme tu l'as dit, hein, il peut tout faire. C'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est encore plus frustrant avec ce joueur-là, c'est que il peut vraiment tout faire. Et tu vois, par exemple, quand son meilleur match de la saison face à Sacramento, bah il a tout fait. Sauf que c'est trop rare. Effectivement. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce cas-là dans le classement alors? Un mec qui fait acte de présence, qui te coûte pas des points, mais qui t'en rapporte pas non plus des tonnes. Où est-ce qu'on positionne ça alors? Pour moi, on était sur la zone vraiment la zone d'Andre Hunter, quoi. Ouais. DeAndre Hunter devant Tyus Jones. Oui. On je est pense dans cette zone-là, qu'on a un quoi. groupe de 3 là. Jones, DeAndre Ayton et Carter Jr. C'est 3 qui vont sauter du classement, je pense, à terme, quand on va rajouter des noms que j'ai oubliés. Donc ouais, on peut le coller à DeAndre Hunter qui, je trouve, rapporte un peu plus, qui est pas génial, hein, mais qui est un peu plus entre guillemets transcendant en défense. Ça me coûte, hein, de dire ça pour Hunter, mais qui apporte un peu plus en défense, qui en plus fait une bonne saison dans un rôle un peu plus sobre en termes d'efficacité, notamment moins de création, mais ouais, ben mettons-le là, ok, mettons-le là. Je pense qu'il pourra à terme être dans le top 100, mais on va pas être non plus très très haut, quoi, au final. Mais ok. Ok, bah ça me va. Mettons-le là. Et donc pour lui rendre hommage, Tom, petit quiz pour finir. Qui est sur le terrain? Pour lui rendre hommage, j'ai même pas pris une action marquante. J'ai pris un random pull-up contre Brooklyn. Nous sommes... Ah, contre Brooklyn en plus. Voilà, nous sommes le 5 mars 2024. Random pull-up contre Brooklyn. Je me suis dit, c'est un quiz qui reflète bien qui il est. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain à ce moment-là? Alors, contre Brooklyn, on va dire Mikal Bridges, il a tout joué. Mikal n'est pas sur le terrain le il est 5 pas sur le mars terrain. au moment Ok. du tir. Ok. Alors, Cam Thomas. Non plus, c'est le banc. Ok. Cam Johnson, alors? Cam Johnson non plus, décidément. Alors, Nick Claxton. Non Il y a plus. personne. Alors le meneur. C'est random pull-up contre des random Exactement. players. T'as tout compris. Watford il y est. Exactement, le frère de Christian Watford, tout à fait, il est là. Trendon Watford. On a quelqu'un que c'est pas Bugs Bunny, c'est pas Daffy Duck, mais c'est un... Ah, je sais pas du tout. Michael Jordan dans Space Jam, il fait alliance avec les... Les Looney Tunes. Les Looney Tunes. Ouais, et donc Lonnie Walker. Exactement, Lonnie Walker, tout à fait. Lonnie Walker. Tout à fait. Est-ce que, comment il s'appelle? Est-ce que Dennis Schroeder était déjà arrivé? Exactement, Schroeder est là, tout à fait. Donc Schroeder, Lonnie Walker, Christian Watford. Il en reste 2. Il y a Deron Sharp potentiellement si comment il s'appelle? Non. Ah, il était pas sur le terrain non plus. Il y en a un, il a du ballon. Littéralement, c'est le ballon de NBA depuis très peu là. Il a du ballon. Ray Spalding? Non, pas Spalding, la nouvelle marque. C'est aussi le nom du ballon de Tom Hanks, je crois, quand il est sur l'île là. Ça te dit rien? Blanc complet. Non, c'était Wilson. Il y avait un Jalen Wilson. Oui. En plus, il a fait une bonne Summer League en plus chez eux. Ouais. Et le dernier, c'est un ancien de Minnesota, je crois. Une espèce de poste 4 assez grand, assez long, mais un peu pâteau. Je crois qu'il a commencé la saison à Phoenix en plus cette année. Et là, il est à Brooklyn. Il a un nom composé. Alors là, comment je vais te le faire deviner? Comment est-ce que je vais te le faire deviner? Comment il s'appelle? Effectivement, il était signé au minimum à Phoenix, il était aux Spurs. Exactement. Je vois ses tresses, mais je vois pas son nom. C'est un KBD. Oui, Keita Bates-Diop, voilà, c'est ça. Exactement, Keita Bates-Diop, tout à fait sur le terrain. Donc voilà, t'as réussi à faire Brooklyn, c'était très dur. Ah ouais. Et côté Sixers alors? Côté Sixers, on va dire Tyrese Maxey. Il a pas mal joué, peut-être qu'il est là. Pas à ce moment-là sur le terrain, c'est son backup. Un backup Milton. douloureux. Non, c'est pas Milton, un backup très douloureux. En anglais, très douloureux. Pardon pour les jeux de mots. Comment on dit la douleur en anglais? Hurt? Non.
C'est un mec drafté par Chicago, je crois, qui a fait ou par OKC, Chicago, qui était aux Bucks aussi, qui était aux Suns, qui a fait un peu une... Cameron Payne. Exactement, Cameron Payne. Oui, Payne, effectivement. J'aurais pu te dire Naruto d'ailleurs, ça aurait aidé peut-être. Cameron Payne, Tobias Harris. Melton, j'imagine qu'il était pas là, il avait peut-être déjà des problèmes de dos. Kelly Oubre, potentiellement. Kelly Oubre, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait peut-être, s'il n'y a pas Embiid, il y a peut-être, il y a... Oui, c'est lui. T'as pas le nom, mais c'est lui. J'oublie son nom. Qui aime bien lire. Il aime bien lire. B-Ball Paul. Exactement, Paul Reed. Paul Reed, voilà. Paul Reed. Et puis le dernier, on le connaît très bien. C'est un... Nico Batum. Exactement, Nico Batum, tout à fait. Bon, j'avoue que j'ai voulu prendre un random pull-up pour lui rendre hommage, mais le quiz n'était pas de niveau moyen. Le quiz n'était pas du tout de niveau moyen. Mais bref, avançons. Notre quatrième joueur du jour, on peut y aller. Allons sur Jalen Williams, la future superstar. 31 minutes de jeu pour Jalen Williams, 71 matchs, 107 de true shooting plus, donc plus 7% d'efficacité relative à la moyenne. C'est excellentissime sur 24% de age, un volume de deuxième option d'équipe, grosso modo. Et voilà, pour te lancer, juste, je sais pas si t'es d'accord, mais moi je trouve que c'est une future superstar en puissance, je trouve. C'est une star cachée, je dirais. C'est déjà une star cachée. Ouais. Puisqu'il y a quand même SG dans l'équipe. Mais c'est vrai que ce serait pas surprenant de voir une trajectoire à la Jimmy Butler, quoi. Ouais. Ce serait pas surprenant. Mais tu vois, il y a des fois dans le jeu, il me rappelle un peu Gerald Wallace, tu vois. Tu vois, sur le côté à valeur d'espace, l'utilisation de l'envergure, c'est un joueur très rapide, je trouve. Hein. Quand il est balle en main, il est vraiment très 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 rapide. Et si le shot making reste aussi haut, voilà, on a le prototype d'une potentielle superstar. La seule chose qu'on peut retenir contre lui, c'est peut-être la taille. Mais il a tellement une grosse envergure de bras, tu vois. Et c'est là que tu vois la valeur de l'envergure, c'est-à-dire que il peut déclencher pas mal de tirs après contact, justement parce que déjà il est costaud, mais il a cette envergure de bras qui lui permet d'avoir des angles que beaucoup de joueurs ne peuvent pas avoir de sa taille, quoi. Des joueurs de sa taille que beaucoup de joueurs ne peuvent pas avoir, tu vois. Il a le bonus de centimètres, même si le mec en face est aussi grand que lui, il peut quand même faire partir le tir, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, même physiquement, tu parles de l'envergure. Je trouve que c'est aussi un buffle en termes de puissance, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut le décaler un peu poste 4 et que ça tient pas mal. C'est qu'il y a un peu cette puissance face au ballon. Et en plus, d'ailleurs, on commence par la défense, une fois n'est pas coutume, mais je trouve que c'est aussi un défenseur qui est assez génial. Alors, sur le ballon, qui est très bon. Il peut se faire avoir parfois contre des meneurs explosifs, mais ça fait aussi partie du jeu parce que c'est pas non plus un pur meneur, mais vraiment un spectre très large de défense. Il peut défendre beaucoup de postes différents, mais surtout la défense off-ball que moi j'adore. Et c'est, je trouve, un des meilleurs ailiers de NBA en termes de protection de panier. Aide en deuxième rideau, je le trouve extrêmement bon là-dessus. Donc, tu vois, sur ce côté flexibilité qu'il peut apporter dans les line-up, et être décalé poste 4, c'est de par ce côté puissance on-ball et de parfois en post-up ou autre, mais aussi parce qu'il assure une certaine dose de protection de panier quand on est sur le terrain depuis le poste 4, en fait. Oui, clairement. Et puis, tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment très solide, qui joue beaucoup plus haut que sa taille, hein, comme tu disais par rapport à l'envergure de bras et la force physique. Et comme tu le dis, défensivement, alors, il est très solide, enfin, il est vaillant, tu vois, sur les postes. Il utilise bien ses bras, notamment aussi sur les stunts, hein, quand il y a des drives. Après, bon, tu me diras, ça aide d'avoir d'aussi grands bras pour faire peur d'être déjà sur le défenseur. Et même en isolation, je trouve qu'il est quand même vaillant. C'est pas quelqu'un qui se fait battre. Et puis, il a aussi le bonus structurel d'être dans une équipe où il y a de meilleurs défenseurs que lui en fonction tu vois, il a jamais forcément le plus gros, enfin il a jamais forcément le plus gros attaquant adverse sur lui. Tu vois, par exemple, parce que tu vas avoir du Lou Dort dessus. Sur les plus petits, tu vas avoir un peu plus de Cason Wallace, tu vois, potentiellement. Et même là, tu vois, encore plus avec Caruso la saison prochaine. Donc, il va, je pense, hein, sa défense sera encore meilleure en tout cas. Je pense parce que il va être amené à défendre des joueurs qui sont un peu moins dangereux offensivement. Donc ouais, c'est vrai que ça va être. En tout cas, c'est un défenseur positif à l'aile qui a un shot making qui est déjà élite. Donc voilà, ça le fait monter très haut. J'avoue que je suis très très haut sur lui, moi, pour le coup, en termes de potentiel. Et bon, après, on parle pas que de potentiel ici, on doit parler de 2024, mais tu vois, moi, l'aspect d'efficacité, c'est un truc qui est quand même assez fou pour cette année. Tu parlais de shot making,
mais on a un mec qui est voilà, plus 7% d'efficacité relative à la moyenne, c'est énorme hein, pour le coup. Pour lui, et j'ai regardé un peu en NBA plutôt que de parler en True Shooting Plus, mais c'est le 17e joueur le plus efficace de NBA parmi les mecs à gros volume. Donc on n'est pas tout le temps, on n'est pas encore Jokic et autres évidemment, mais on est quasiment aux portes du top 15 et il est entre Booker et Paul George. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, parmi les joueurs à gros volume, donc 17e sur plus de 72 joueurs, notamment pourquoi? Parce que 43% à 3 points cette année, quasiment 43%, même si on pourrait peut-être parler du fait que le volume est pas très grand et que la respectabilité, on a vu qu'en playoff aussi, on pouvait un peu l'abandonner, mais je trouve qu'on n'est quand même pas sur le même cas que Lou Dort, tu vois. On est quand même sur un mec assez respecté. C'est pas du tout un non-shooter, mais peut-être un peu surchauffe cette année à 3 points. Mais par contre, voilà, long tir à 2 points aussi, hein, ce côté shot-making, 50% sur les longs tirs à 2 points, le fameux petit pull-up assez loin du panier, et même d'ailleurs autour du panier. Hein. Il aime bien faire des drives et soit il va complètement au lay-up, soit sinon il s'arrête un peu avant, comme SGA d'ailleurs, le petit pull-up à 1 mètre du panier juste. C'est pas un flotteur, c'est le petit pull-up à 1 mètre du panier. Je trouve qu'il est très bon là-dessus. Et puis 70% d'efficacité au panier sur tous les tirs au panier, drive et aussi les cuts, hein, les rebonds, etc. Donc ultra efficacité un peu partout sur toutes les zones du terrain. Le truc où je pense qu'il y a pas mal de potentiel encore à gratter, c'est que je pense que ça peut devenir un driver un peu star, mais qu'on l'a pas encore totalement. On a un mec qui est au-dessus de la moyenne cette année. Tu vois, j'ai noté 23e sur 57 en termes d'efficacité sur les gros volumes de drive. Donc on est au-dessus de la moyenne, on est vraiment pas mal. Et en plus, il le fait sans provoquer de faute. Pour l'instant, il provoque pas tant que ça de faute. Je crois qu'il est en dessous du taux moyen de provocation de faute de NBA. Et je me dis, avec son explosivité, avec son toucher de balle, avec son envergure, on pourrait même aller gratter encore plus que ça si on arrivait à provoquer des fautes. Mais bref, mettons un peu de côté le potentiel. Déjà, je trouve qu'en l'état, on avait un mec qui était un défenseur, on l'a dit, qui est très très complet on et off ball, un mec qui est hyper efficace avec un scoring très varié, y compris de création. Et puis, on n'a même pas encore parlé du passing. Je sais pas ce que tu en penses, toi, du passing, mais que je trouve aussi très intéressant. Oui, le passing est très intéressant, il est fonctionnel. Et juste pour rebondir un petit peu plus sur ce que tu as dit sur la capacité, tu vois, à gratter des choses. Alors c'est vrai que sur le passing, on l'a vu, tu vois, par exemple, être un peu le backup, le backup meneur ou primary ball handler de la seconde unité, tu vois, notamment dans les débuts de quatrième quart-temps quand Shea n'est pas là. Et on voit que voilà, il arrive à faire tourner la boutique. Il y a alors oui, tu me diras que le jeu est aussi optimisé pour ses forces, hein, et notamment sur cette notion de drive, le jeu est optimisé pour ses forces parce que voilà, il y a les joueurs qui sont avec lui sur ces unités, on a un spacing souvent maximal, soit avec Chet quand Chet est là, ou sinon même avec Jay Will. Qui voilà, les pivots qui stretch. Donc effectivement ça lui permet son jeu. Et effectivement, peut-être qu'il pourrait aller chercher un peu plus de créativité au niveau des passes, mais en vrai, enfin, quand tu regardes les choses qui sont attendues des stars, notamment en dehors du playmaking, il est déjà très haut, tu vois. Par exemple, sur l'efficacité sur le pick and roll en tant que pick and roll ball handler, il est déjà dans le 83e centile, tu vois, cette saison. Donc c'est quelque chose que notamment tu as parlé de sa finition au cercle, les 70%, mais il y a aussi une belle panoplie de mouvements pour finir au cercle. Tu as parlé juste avant le fait de s'arrêter un petit peu avant pour prendre un petit tir en pull-up un peu à la TJ McConnell, mais t'as du hook, t'as du flotteur, t'as vraiment une belle panoplie de finition, parce que c'est un joueur qui prend assez vite de la vitesse. Et quand on prend même, tu vois, les armes vraiment qui sont importantes, en tout cas pour les stars, et qu'on prend notamment pour la partie pull-up, hein, et c'est quelque chose qui m'a vraiment épaté cette saison. Sur le pull-up, quand on prend tous les joueurs qui ont pris plus de 250 tirs, il est à 108 de FG+ sur pull-up, en prenant 76% de ses pull-ups à 2 points. C'est-à-dire que il a 108 de FG+, en prenant le même pourcentage de pull-up dans ses tirs en pull-up que Kawhi Leonard et Chris Paul. Ouais. Donc il est au-dessus de la moyenne, hein. EFG+, c'est l'efficacité relative à la moyenne sur les pull-ups, hein. C'est ça. Pour tous ceux qui ont pris 250 tirs, il est à 108. Ouais. Donc hyper efficace sur les pull-ups, mais ce côté shot-making, effectivement, il est optimisé.
Et après, j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour lui dans l'exercice du jour, quoi, parce que on prend ce qu'il y a de facto, donc, Oui. donc tant mieux. Mais comme certains qui parfois font un peu bah, comme lui d'ailleurs, aussi un peu de surchauffe au tir, c'est peut-être pas tenable dans l'absolu, c'est peut-être pas le vrai niveau, mais on le prend en compte quand on évalue un peu la performance 2024. Donc ouais, c'est vrai que moi je pense que, enfin, si on va vers le classement, tu as deux choses à rajouter, mais si on va vers le classement, moi on va aller taper assez haut, mais je sais pas, je serais curieux de savoir où est-ce que toi tu veux le mettre alors. Alors moi, de mon côté, on est dans la zone, au plus haut, on est dans la zone Zion, et au plus bas, on est devant Tyrese Maxey. Ouais, je suis d'accord, j'étais par là aussi. J'étais par là. Il y a un peu un côté, tu sais, où il est que deuxième année. Il C'est a ça. 22, 23 ans, et je pense que les gens vont dire, ouais, non, il faut être patient, mais je trouve que si on évalue déjà ce qu'on a, en fait, c'est la deuxième option offensive d'une équipe qui était une équipe d'élite, avec efficacité, passing, défense. Ouais, ça me va de le mettre par là. Après, la question, c'est... moi, je le mettrais plutôt devant DeRozan, même si DeRozan a un plus gros volume sans doute et plus de responsabilités. Mais je serais peut-être tenté de le mettre devant DeRozan parce qu'il y a à ce point un surplus d'efficacité et de défense surtout, qui est hyper intéressant. La question, c'est par rapport à Sabonis, qui est 14. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à Sabonis, qui est un joueur à compromis, mais aussi beaucoup plus dépositaire du jeu. Je sais pas trop comment gérer ça. Franchement, par rapport au shot making, j'aurais tendance à le mettre un peu devant Sabonis, mais je garderai quand même Sabonis pour le nombre de minutes et l'importance qu'il a dans le fonctionnement de l'équipe, tu vois. C'est-à-dire que Sabonis, c'est vraiment la plaque tournante, même si lui, son volume et sa zone, entre guillemets, son territoire offensif est moins vaste, mais c'est quand même lui qui fait tourner l'équipe, quoi. Là où J-Dub est plus dans un rôle un peu secondaire. Donc ça me choque pas qu'il soit un peu devant, mais moi je garderais Sabonis légèrement devant, quoi. En tout cas, il irait pas plus bas. On peut le mettre là, alors. On met derrière Sabonis et devant James Harden. Ouais, devant Harden. Qui a encore une grosse présence, mais pas autant qu'avant peut-être, qui est hyper efficace encore, mais qui a pas du tout le surplus aussi en défense, etc. Ouais, ok, bah mettons-le là. Mettons-le entre les deux si ça te va. Et donc il est top 15. Il est top 15 pour l'instant, notre ami Jalen Williams. Ok, très bien. Et puis dans 2 ans, il sera top 2 devant SGA. Mais c'est une autre histoire. Mais tu sais que je suis tellement haut sur lui, sur son potentiel, que j'ai des fans d'OKC qui me disent ouais, non, mais nous on est chaud dans la communauté, mais toi t'es quand même plus chaud que nous. Tu le vois potentiellement faire par exemple une Harden ailleurs, c'est-à-dire si jamais il devait partir, hein, je pense pas que ça arriverait. Rappelle pas les mauvais souvenirs quand même aux fans d'OKC. Mais c'est-à-dire que tu lui prêtes ce potentiel d'être vraiment une première option ailleurs et d'être All-Star, quoi. Bah, disons que c'est jamais. Non, en fait, c'est jamais automatique. C'est jamais. Ça va se produire le dernier step, tu sais. Oui. Mais tu vois, pour moi, tu compares un peu au même âge et en termes d'atouts, pour moi, il part pas forcément de beaucoup plus bas qu'un SGA. Après. SGA aussi a cassé toutes les barrières, etc. Tu vois, on l'a pas dit non plus sur Jalen Williams, mais il a augmenté le volume en l'efficacité. Donc il y a aussi un côté passer les obstacles, mais c'est jamais donné, c'est jamais acquis le truc de il va devenir une star. Par contre, c'est vrai que tu regardes un peu les outils de base et tu dis si on tombe sur l'approba et sur le truc que oui, en fait, il arrive pour de vrai à progresser. Il part à ce point haut, je trouve que ça peut aller péter très haut, quoi, effectivement. Mais c'est pas acquis. Donc on verra. Non, mais c'était juste une blague. Hein, pour moi, c'est pas déjà une star. T'as dit pour devenir une star. Pour moi, c'est déjà une star. Hein. C'est juste que c'est une star cachée. Hein. Non, pour devenir un côté All-NBA First Team, quoi, je voulais dire. Superstar, je voulais dire. Oui, superstar. Ouais, superstar, vraiment. C'est-à-dire que là, il est entre guillemets dans le range Desmond Bain, tu vois. Enfin, c'est un très fort joueur. Peut-être un joueur peut-être sous-estimé par rapport enfin, on va pas dire sous-estimé, on va dire peut-être sous-médiatisé par rapport à sa valeur terrain et ce qu'il apporte sur le terrain globalement, mais c'est quelqu'un où tu sens qu'il y a un step supplémentaire et tu vois lui en gros ce serait du volume, quoi. Ce serait si tu vois il fait s'il avait tapé ça sur du 30% d'usage, il serait potentiellement top 10. Ouais. je pense que c'est top 10, ouais. Non, mais effectivement. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on draft des mecs à la draft qui ne deviennent pas des stars. Parce que c'est jamais acquis de faire le dernier step de superstar. Mais il part quand même avec des tellement bons atouts que si, pour un développement similaire en termes de travail, de réussite, de développement que SGA, ouais, pour moi, ça peut faire un truc assez cool.
Et bref, on va pas divaguer non plus sur lui. Petit quiz pour finir, nous sommes le 11 janvier 2024 et c'est un poster dunk sur Shaedon Sharpe, notre dunker fou qui cette fois se fait l'arroseur arrosé. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk de Jalen Williams sur Shaedon Sharpe? Alors on va essayer OKC, on va dire SGA. Ouais. Isaiah Joe. Il n'y a pas Isaiah Joe, non. Ok. Chet Holmgren, il a joué tous les matchs, normalement il doit être là. Non, il n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Okay. On est sur un small ball, j'ai l'impression. Jalen Williams. Il n'y a pas de Jalen non plus. Il n'y a pas de Jalen. Par contre, il y a quelqu'un où parfois il y a des gens qui sont Ken pauvres et il y en a d'autres qui sont. Ouais, j'ai Kenrich Williams, j'ai perdu Kenrich. son nom. Oui, Kenrich Williams, effectivement. C'est pas Ken pauvre, c'est Kenrich. Oh, c'est catastrophique. Pour la saison. Kenrich Williams, effectivement. Kenrich Williams. On a de l'Australien par là aussi. Josh Giddey. Évidemment. Josh Giddey, et là, il me manque un joueur, normalement, puisque il y a déjà G-Dub. Il me manque un joueur. Peut-être Aaron Wiggins? Non. Quelqu'un qui... Il y a des gens qui sont réveillés. Il y en a qui... Et Lou Dort? Et Lou Dort, voilà, exactement. Lou Dort, tout à fait. Et côté Portland, alors, on a déjà Shaedon Sharpe, mais... Shaedon Sharpe, Scoot Anderson, potentiellement. Oui, évidemment. Peut-être Jabari Walker. Pas Jabari Walker, mais on a aussi un jeune, un rookie qui a été bon une fois. Il a été bon une fois. Une fois. Il est belge. Il est belge. Ah, Toumani Camara. Exactement, Toumani Camara. Qui est d'ailleurs plus qu'une fois. Il a été oui, non, mais c'est pour une fois pour la Belgique, t'as bien compris. Toumani Camara. Est-ce que DeAndre Ayton est là? Il n'y a pas Ayton, mais on a un autre Australien d'ailleurs, alors qui n'est pas d'origine australienne. Duop Reef, effectivement. Switch on a aussi un ancien de Denver et Détroit. Un ancien Jeremy Grant. Jeremy Grant, tout à fait. No Deep Tree, Jeremy Grant. Oui, non pas le fils, mais le neveu, je crois, de Horace Grant. Oui, c'est ça. Et le fils de Harvey, qui est aussi un joueur NBA, les deux jumeaux Grant. Qui est le frère de aussi Jerian, tout à fait. La belle famille Grant en NBA. Et donc on avance notre cinquième et dernier joueur du jour. On va sur Bam Adebayo, qui est à 34 minutes de jeu en moyenne cette saison, 71 matchs, 99 de true shooting plus, donc au niveau moins 1% relatif à la moyenne, 99 pour aller à 100 évidemment, sur 25% d'usage de scoring de Basketball Référence. Et pour te lancer, on a une saison décevante à l'échelle collective peut-être, mais lui est encore au top de sa forme sans doute. Oui. Bah après c'est le truc avec Bam Adebayo, c'est on est obligé de considérer la défense. C'est vrai que c'est quelque chose qui est entre guillemets difficile à mesurer, mais je trouve que Bam Adebayo c'est vraiment il a un peu la malédiction de Spoelstra, tu vois, notamment avec le trophée de défenseur de l'année, où sur les 5 dernières saisons, si tu fais un cumulé, tu vois, un peu comme Thierry Henry à une époque au Ballon d'Or, tu vois, il le gagnait jamais, mais si tu prends les 5 dernières années, tu fais le cumul des points, il est toujours là, et c'est lui qui le gagne. Et en fait, voilà, on a quelqu'un qui est élite en défense, notamment par sa polyvalence, hein. Lui-même l'a dit, je crois que c'est juste avant quand les résultats sont sortis, il a dit ce n'est pas ma faute, je suis polyvalent, tu vois. Donc c'est ça aussi la chose, et la polyvalence elle a de la valeur beaucoup plus en play-off qu'en saison régulière, même si je trouve que la polyvalence est aussi forte en play-off. Et je pense que Bam Adebayo, il a la malédiction entre guillemets des joueurs polyvalents, c'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui t'adapte facilement et tu as beaucoup de possibilités à t'adapter, on ne fait pas les choses en fonction de toi. On t'utilise entre guillemets pour faire fonctionner les choses, mais on ne fait pas les choses en fonction de toi, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui cette saison, dans une saison où voilà le Heat a eu pas mal de problématiques, notamment offensives, avec les pertes au fur et à mesure de leur premier initiateur. On a eu Jimmy Butler qui a joué un peu moins de minutes que l'an dernier. On a eu aussi Terry Rozier qui est arrivé, qui a pas joué beaucoup. On a eu aussi Kyle Lowry qui est parti et qui jouait pas non plus beaucoup au départ. Et voilà, donc on a eu un Bam Adebayo sur lequel il y avait quand même une certaine pression offensive, et il devait répondre à cette pression offensive tout en restant élite défensivement, ce qu'il n'a pas pu faire en tout cas du côté offensif du ballon. Ouais, mais c'est comme tu dis, je pense que
Enfin, après, pour moi, un des problèmes de la saison de Bam Adebayo, c'est pas lui. C'est le fait qu'il y a une superstar à côté, mais qui est un peu réticent à avoir un volume de superstar, quoi. C'est Butler, évidemment. Et bon, on le connaît, il est toujours un peu comme ça, mais tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup moins, c'est cet aspect de, non pas le développement offensif, mais pour moi, il y a un peu une prise de responsabilité offensive qui parfois est un peu à l'excès, je trouve, et qui nuit à sa valeur et à son jeu, parce que c'est pas un créateur, c'est pas un attaquant naturel. Donc, pour moi, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais plus il va prendre des responsabilités en termes de création pure, plus les résultats vont être un peu décevants parce qu'il n'a pas le niveau d'efficacité pour y répondre. Et c'est vrai qu'en un sens, c'est un peu décevant parce que ouais, s'il y avait vraiment des vrais créateurs d'élite à haut volume et enfin voilà, des initiateurs de très haut niveau à Miami, il n'y aurait peut-être pas autant besoin de responsabiliser au scoring un Bam Adebayo. Après, sur l'aspect défensif, c'est vrai qu'il est polyvalent, mais je pense que c'est juste une question de narratif aussi en un sens. Parce que tu vois, ok, il est polyvalent dans une défense en switch, mais en un sens, pour moi, c'est un mec qui est largement calibre défenseur de l'année. C'est juste qu'il l'a pas eu de facto parce qu'il y a aussi ce truc de pour avoir le trophée, il faut que ton équipe soit top 1 de la conférence et que tu aies une bonne défense, etc. Ou des critères un peu comme ça. C'est jamais encore tombé sur lui, c'est jamais encore tombé non plus le narratif parfait pour Anthony Davis, ou je crois que Tim Duncan non plus l'a pas eu le défenseur de l'année. Mais je pense que défensivement, on est à ce niveau-là. Et moi, sur la défense, j'ai rien à redire. C'est vrai que peut-être que pour beaucoup, c'est un peu plus dur à mesurer parce que c'est pas le classique comme Gobert ou Mbanyama ou des mecs comme ça où tu comptes le nombre de contres, ou alors le style classique de protecteur de panier. Voilà, un peu ce stéréotype-là. Lui, c'est vrai que pour aller voir l'impact et pour mesurer l'impact, ça se voit pas sur le nombre de contres, ça se voit pas sur genre la fréquence de tir au panier, parce que les schémas sont différents, donc l'impact est un peu différent, il va pas être partout sur le terrain. Mais pour moi, c'est clairement la clé de voûte d'un système en switch qui marche aussi, parce que tu as ce mec-là qui est capable de switcher sur tout le monde et de tenir littéralement tout le monde en NBA. Et ça, c'est une valeur qui est quand même assez extraordinaire défensivement, quoi. C'est vrai. Et puis, tu vois, par exemple, tu parles de la notion de polyvalence offensive. Alors, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui va être très fort sur du switch que ça peut pas être un roamer élite aussi, tu vois. Et peut-être que tu vois, cette année, ils ont fait le choix de prendre un pivot qui shoot d'un point de vue théorique, enfin d'un point de vue profil à la draft, peut-être pour essayer de le faire jouer, peut-être comme avec Team USA, hein. Avec Team USA, quand il est rentré en second unit, on le voyait aux côtés d'Anthony Davis, et il jouait un peu plus, tu vois, le rôle free safety, quoi. De free safety, et on voit que voilà, c'est quelqu'un qui est très alerte pour tout ce qui est recovery, c'est quelqu'un qui est bon aussi dans un rôle de roamer. C'est juste que il est tellement meilleur que les autres et il permet de faire tellement de choses que voilà, il est pas forcément utilisé là où il y a autre chose que sa polyvalence qui est mise en valeur, tu vois. Et même, tu vois, d'un point de vue défensif, c'est le spectre des joueurs sur lequel il est capable de défendre efficacement. Donc, tu vois, on l'a vu cette saison, on l'a vu face à Anthony Davis, on l'a vu face à Luka Doncic, on l'a vu face à Jason Tatum, on l'a vu vraiment défendre tous les types de joueurs, même des fois, tu vois, même Jordan Poole, hein. Ouais, oui, Jordan Poole qui ne peut pas prendre le tir, face à des. Il a réussi à défendre Jordan Poole, tu te rends compte la polyvalence du mec, quoi. Non, mais voilà, c'est ça, c'est le spectre des joueurs sur lesquels il est capable d'être, enfin, c'est même pas qu'il est capable. Le spectre des joueurs sur lesquels il défend bien. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, et lui, il le fait bien. Donc voilà, c'est sur le point défensif, il y a pas grand chose à dire, encore une fois, hein, tu vois, c'est c'est sa huitième saison dans la ligue, 5 fois dans le top 5 du défenseur de l'année, tu vois, les gens savent. Défensivement, les gens savent, et c'est vrai que c'est sur plus le côté offensif, hein, comme tu disais, d'un point de vue contexte, le contexte lui a fait un petit peu défaut. Et même si on a une efficacité qui est en baisse par rapport à la saison dernière, qui était déjà en baisse par rapport à la saison d'avant, et que la baisse au niveau des paniers assistés n'est pas significative, hein, puisqu'on passe d'un joueur qui était assisté sur 60% de ses tirs à un joueur qui a été assisté sur 58% de ses tirs. Mais là où il y a le plus gros changement qui est opéré, c'est que, tu vois, il est passé de 45% à 40% de ses tirs pris après 0 dribble. Ouais. Et ça fait une grosse différence. Ouais. Ça, je crois que son nom complet, d'ailleurs, le nom complet, c'est Edris Poulidor Adebayo. Je crois. Hein. Au niveau de tous ces top 5 Deep Boy, mais sans jamais l'avoir. Non, mais oui, la défense, en effet, on a cet aspect-là. Et voilà, tu vois, quand on veut dire à quel point Gobert est fabuleux, ou je sais pas moi, même Kessler ou même Porzingis, Brook Lopez, on dit regardez, il est premier de NBA ou deuxième sur la perte d'efficacité infligée au panier, sur la protection de panier.
Sauf qu'un mec comme ça, on peut pas le mesurer aussi facilement parce que les schémas, c'est dynamique, donc il y a du switch, donc il n'y a pas des marqueurs aussi faciles à aller chercher, en fait. Mais tout de même, je trouve que, comme tu dis, et en plus, il y a cette nuance hyper importante que tu as rappelé, c'est, on dit souvent pour pas mal de joueurs, oui, il peut switcher sur tous les postes. Mais je pense que Adebayo, c'est peut-être un des seuls avec Draymond c'est pas juste qu'il peut switcher sur tous les postes, c'est qu'il est bon face à tous les postes. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y en a combien en NBA à part Adebayo, c'est ça. Draymond Green, peut-être Jaren Jackson, mais même Jackson est un peu moins bon face aux petits, ouais, Davis, ouais. Mais il a vraiment une poignée, quoi. Et donc c'est la distinction entre il peut défendre tous les postes et en fait il est très bon face à tous les postes. Voilà. Donc ça c'est évident. Exactement. Et ouais, après moi comme je te dis, l'évolution offensive, je suis pas fan et je pense qu'elle est malheureusement, elle est un peu forcée par le fait que il y a pas eu Lillard. Hein. Pardon, excusez-moi les fans de Miami, mais on attendait Lillard, mais il est pas là. Butler, il est un peu encore en mode vacances parce qu'il voilà. Et ce qui fait que tu vois, tu parlais du pourcentage de paniers assistés, ça bouge pas tant que ça. C'est juste que 58%, à peine à 58% de ces paniers qui étaient assistés. Enfin voilà, c'est au niveau de Kevin Durant, c'est au niveau de Tyler Hero, c'est au niveau de Joel Embiid, de Nikola Jokic, de Paul George. Tu vois, c'est quand même une certaine charge de création, pour le coup, et c'est ce qui fait que l'efficacité est un peu plus basse qu'on aimerait, parce que, on est seulement au niveau de la moyenne, alors que c'est un mec qui, d'habitude, pouvait faire quand même beaucoup plus en termes d'efficacité, et pareil, tu regardes au niveau de sa fréquence de tir au cercle, on est à peine à 35%. Pour un pivot comme ça, à peine 35% de ses tirs pris au panier. Il y a 2 ans, on était encore à 50% en 2022, donc la moitié de ses tirs étaient pris au panier, on est à peine à un tiers. Et il y a 4 ans, 2 ans encore avant, en 2020, on était à 60% même de tirs pris au panier. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de création individuelle, un peu forcée, parce qu'il n'y a que ça. Parfois, il n'y a même pas Tyler Hero, donc il n'y a que lui qui peut le faire un peu. Et donc, il y a beaucoup de pull-up, de tirs un peu, parfois, des longs tirs à 2 points. Il y a du post-up aussi, 4 post-up par match. Sauf que l'efficacité, on est à peine dans la moyenne, 50e centile pour les post-up. Isolation, 2 par match aussi, 2 1 contre 1 par match. Isolation un peu plus loin du panier par rapport au post-up. Là encore, efficacité au niveau de la moyenne, un peu moyen bon, on va dire. Mais c'est pas génial. Mais par contre, tu vois, autant je mets pas mal de nuances sur ce scoring qui n'est pas tant efficace que ça et qui pour moi est un peu dommage. Par contre, la vraie valeur offensive de Adebayo et ce qu'il a comparé à Gobert, c'est la création et le fait qu'il peut, tu peux organiser une attaque autour de lui et de son passing, de dribble and off et de five out en fait. Oui, littéralement. Et après, je trouve que il y a quand même un paradoxe, une dualité avec le passing de Bam Adebayo, c'est-à-dire que ses chiffres au passing ne rendent pas hommage au côté génial de son passing, la polyvalence qu'il a, la plaque tournante en fait. Voilà, c'est ça. Sauf que quand tu regardes bien son passing et ce qui construit les chiffres de son passing, il y a beaucoup de passes avant le panier. Tu vois, c'est ça. Et en fait, donc c'est-à-dire qu'il est dans le bon chiffre, sauf que le chiffre ne rend pas hommage à son niveau de création et fait peut-être plus part belle au fait qu'il y a pas mal de shoots, de passes qui sont faites avant qu'un joueur mette le tir, quoi. C'est le fait que le tir rentre qui fait que c'est une passe décisive, notamment sur la partie main à main avec Duncan Robinson, même s'il y en a un petit peu moins. Je suis d'accord. Simplement pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à son jeu offensif aussi, notamment au niveau du scoring, c'est que c'est un joueur qui est dans l'expansion de son jeu offensif et un peu dans l'exploration. Des fois t'as l'impression de revoir un peu soit un peu Paul Millsap ou la Marcus Aldridge de temps en temps. Et en fait on a désormais un petit flash de tir de loin, de tir en périphérie. Et en fait, pour aller avec ce que tu disais, notamment par rapport aux changements qui ont eu lieu, notamment sur le jeu de post-up et ses tirs, on voit un joueur qui a doublé en fait sa distance de tir, la distance avec laquelle la distance moyenne de ses tirs par rapport à sa saison rookie. Donc on est vraiment quelqu'un qui s'écarte de plus en plus du panier, comme tu disais. Ouais, et puis qui était un vrai role player de finition et qui devient un peu plus. Alors après, c'est ça. Pour l'aspect passing, c'est bien. Organisation du jeu, les dribble and off, les zoom action, etc. Pour l'aspect scoring, c'est vrai que moi, je trouve que moins il va prendre ces tirs-là, où il n'y a pas une grande rentabilité, mieux ce sera. Mais voilà, ça dépend aussi de si t'as pas de créateur à côté, il faut bien quelqu'un prenne les tirs. Je crois qu'on en parlait avec toi, je sais plus avec qui, quel joueur de Memphis. On se dit, c'est Jaren Jackson. Il y a personne stade à Memphis, il faut bien que quelqu'un les prenne les tirs. Donc lui, voilà, il a aussi été un peu passé au révélateur par défaut finalement. Mais ok, très bien, et bien on peut avancer vers le classement. Alors où est-ce qu'on le projette, notre Bam Adebayo, sachant qu'on a déjà mis Jalen Williams top 15, a priori on va être au-dessus alors. Moi je l'avais Bam Adebayo au plus haut, entre Mitchell et Edwards, et au plus bas devant Gobert. Ouais, par rapport à Gobert,
c'est vrai qu'il y a cet aspect de la défense, pour moi, est quand même de top niveau. Oui. Et en plus, il y a tout ce qui est apport offensif qui est pas mal. Oui. Je sais que l'an dernier, il y avait un écart assez significatif entre les deux, mais parce que la saison de Gobert était moins merveilleuse. J'avoue que cette année, l'écart est peut-être un peu plus proche, mais... C'est-à-dire qu'à l'efficacité, Rudy Gobert, plus sa gravité, il va apporter beaucoup plus. Mais la façon dont, je trouve que, tu vois, notamment dans le côté playmaking, tu vois, faire fonctionner offensivement un système sans, ou avec des premiers créateurs, soit moyens, soit très absents, il y a pas toute cette flexibilité-là, en fait, avec Gobert. Par rapport à Mitchell, est-ce qu'on monte jusqu'à Mitchell? Est-ce qu'on monte jusqu'à Booker ou pas? Je suis un peu tenté, moi. De monter jusqu'à Booker? Non, peut-être pas Booker, mais entre Mitchell et Edwards, alors peut-être un truc comme ça. Ouais, c'est ça, moi, c'est là, le plus haut que j'avais, c'est entre Mitchell et Edwards. Ouais, c'est ça, ma fourchette haute, c'est entre Mitchell et Edwards. Ouais, je suis un peu tenté de le mettre là, quand même. Je suis un peu tenté de le mettre là. Parce que la défense est à ce point géniale. Ouais, je suis d'accord. Bah ok, mettons-le là alors. Mettons Bam Adebayo, sa défense transcendante et son passing par là. Ok, donc il est top 10 pour l'instant. Il est top 10. Je pense qu'il finira top 20 au final. Et donc petit quiz pour finir rapidement. Nous sommes le 17 mars 2024 et c'est un buzzer beater contre les Pistons. Je sais pas si tu t'en souviens. Il a mis un tir au buzzer contre les Pistons pour gagner le match. Qui est sur le terrain à ce moment-là? Nous sommes le 17 mars, je le rappelle. Alors, on va essayer de commencer par Détroit. On va dire Kate Cunningham potentiellement. Oui, Cade. Jaden Ivey. Ivey n'est pas sur le terrain, non. Ivey n'est pas sur le terrain. Alors, Ozar Thompson. Non, pas sur le terrain. On a plutôt extérieur côté. Ça joue en Grèce actuellement, si tu vois ce que je veux dire. Ah, pas du tout. Drafté par Denver, ça a joué beaucoup à Orlando. Ça a signé très cher aux Knicks, mais ça l'a pas fait jouer aux Knicks. Ça a été salary dump à Détroit. Ah oui, Evan Fournier national. Exactement. Evan Fournier était sur le terrain. Et d'ailleurs, à la fin, il y a le buzzer beater de Bam Adebayo. À la fin, le ballon lui revient dessus, il le prend, il met un énorme coup de pied dans le ballon, et il l'envoie en l'air. De frustration. Par énervement, ouais, par frustration, tout à fait. Donc, Cade, Fournier. Isaiah Stewart. Stewart, en effet, ouais, il est là. Jalen Duren. Jalen Duren, ouais. Il me manque quelqu'un. Fontecchio. Exactement, Fontecchio, ouais, tout à fait. Et côté Miami. Donc on va dire Bam Adebayo. Je crois que Hero était déjà revenu. Il est revenu, mais il est pas sur le terrain, en tout cas. Ok. Delon Wright. Non. Comment ça s'appelle? Kevin Love. Pas Kevin Love non plus. On a quelqu'un qui a mangé des minutes à Kevin Love au poste 4 cette année. Ah, Jovic. Nicolas Exactement, Jovic. Et pas Jokic, ouais. C'est Jovic. Malheureusement pour Miami. Nikola Jovic. Il y a peut-être Haywood Smith. Non, pour la défense. On a quelqu'un qui était en feu contre Boston l'an passé. Hero. Non, alors pas 2020, je parle de 2023. Ah oui, Caleb Martin, pardon. Exactement, Caleb Martin. On a un ancien de Boston aussi, que Miami a pris, on sait pas trop pourquoi. Moi je pense que c'est pour des raisons financières, en tout cas j'espère, parce que sportivement Terry Rozier, mais c'est pas la folie. Ouais, c'est Terry Rozier, tout à fait, Terry Rozier. Et le dernier, il est magnifique, c'est Jimmy. Non, moi je l'appelle le magnifique, mais c'est un shooter surtout, un ancien. Duncan Robinson. Exactement, Duncan Robinson, oui. Le magnifique, Duncan Robinson, le magnifique. Voilà qui est sur le terrain au moment de ce buzzer beater, sans Butler évidemment qui n'était pas là. Et donc je rappelle rapidement le classement. On a inséré Bam Adebayo autour de à la 9e place entre Mitchell et Edwards. On a Jalen Williams un peu plus bas autour de la 15e place entre Domantas Sabonis et James Harden. Fred VanVleet qu'on a mis un peu plus bas entre la 37e, autour de la 38e place. Kate Cunningham aussi qu'on a mis un peu plus bas, encore une fois, autour de la 44e place, si je dis pas de bêtises. Et j'ai oublié quelqu'un que j'ai Tobias Harris. Ah oui, pardon, Tobias Harris qu'on a mis encore plus en bas. Ouais, c'est ça. Tobias Harris encore plus en bas. Je cherchais au milieu du classement, mais non, c'était tout en bas. Juste devant Tyus Jones, juste derrière DeAndre Hunter. Exactement, Tobias Harris tout en bas. Et donc voici pour cette QV. Merci beaucoup en tout cas, Tom, d'être repassé sur le Basket Lab et sur la Syllab. Merci à toi pour l'invitation. Et puis j'attends de voir le top 100 au global et pouvoir. Il y aura encore quelques discussions. Il y aura, je pense, quelques discussions même en haut au fur et à mesure que les joueurs arrivent. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous n'avez pas envie de balancer votre PC à travers la fenêtre ou de nous étrangler. Non, bon, blague à part, vous avez vu c'est un classement assez vivant qui est amené aussi à beaucoup bouger.
Il y a en effet un petit décalage enregistrement et retour, donc via les publications, mais j'ai essayé tout de même d'en prendre compte. J'ai noté aussi pas mal de gens qui disaient que certains Best of the Rest, faudrait qu'on les inclue, donc ça renforce un peu dans cette idée-là. À la fin de la série, on parlera de ces noms que j'ai oubliés dans le top 100, dans la playlist, et on les inclura, je pense, au final. Et puis donc, nous, pour la prochaine fois, eh bien, on va se retrouver pour l'épisode numéro 12 de La Syllabe, 12e numéro du top 100. Et la prochaine fois, on va parler de Damien Lillard, Bradley Beal, Miles Turner, Josh Hart et un cas compliqué, celui de Paolo Banchero. Et sa sacro-sainte efficacité. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Tom d'être passé sur Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.